comment une personne peut s'engager dans le combat antifasciste, même lorsqu'elle n'est pas elle-même membre d'une organisation spécialisée là-dessus, comme la tienne, mais qui veut juste faire de ce combat quelque chose de central dans son engagement politique. Et particulièrement pour nous, qui sommes donc des Français et des Françaises de l'étranger et à Londres, comment mener ce combat d'ici, à la fois pour l'Angleterre, mais aussi pour la France. Donc vraiment sur l'idée de faire du combat antifasciste une centralité politique, vu la menace, malheureusement. Je vais essayer d'être efficace. Déjà, évidemment, l'antifascisme, puisqu'il s'agit de ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le fascisme. Je vais essayer de donner quelques éléments de compréhension. Le fascisme, c'est non pas seulement un mouvement politique qui est né en Italie, etc., attribué à un parti politique ou à certains codes, notamment vestimentaires, très militarisés, etc. Le fascisme, justement, il faut le comprendre comme un mouvement pas seulement italien ou européen des années 30, c'est un mouvement politique beaucoup plus large qui est le développement d'une stratégie d'une partie de la bourgeoisie de se radicaliser et de radicaliser le système économique et social dans lequel on est, dans quelque chose qui vient renverser certaines institutions déjà en place, notamment des démocraties libérales classiques, avec une idéologie propre, avec un moteur idéologique propre, et notamment avec comme question centrale le racisme, parce que nous, on a souvent tendance à... c'est normal, parce qu'on vient de cette compréhension de la société matérialiste, que l'économie est centrale un peu dans la structuration des modèles sociaux de nos sociétés. Mais les fascistes, c'est toute une autre affaire. Et leur élément central, c'est la question de la régénération d'un peuple ou d'une nation. Il y a l'idée d'une renaissance de la nation autour de concepts idéalisés, notamment en Occident, de l'homme blanc, qui serait la représentation, encore une fois, de cet idéal. Et tout ce qui viendrait entraver à cet idéal est à éliminer. C'est pourquoi les minorités raciales, au sens social du terme, les minorités de genre, les minorités sexuelles, etc., sont à combattre violemment pour les fascistes, puisque viennent entraver cet idéal de la nation, ici en Occident. C'est comme ça que se construisent les mouvements fascistes ici depuis un siècle. Et donc, oui, effectivement, il y a une résurgence, pardon, je fatigue un peu, résurgence, c'est bien, ça écoute. Il y a une résurgence de ces mouvements un peu partout en Occident et notamment en Europe. Et généralement, l'extrême droite repointe le bout de son nez systématiquement en période de crise. D'abord une crise économique, puis qui découle irrémédiablement sur une crise sociale, puisque lorsque c'est la galère, ça se met en place. Et ensuite, il y a une crise politique qui débouche de cette crise sociale. Parce que lorsque les gens commencent à être dans la galère, etc., ils se retournent vers donc nos dirigeants et nos élites et se disent en fait, ce système, il ne tourne plus. En tout cas, il y a un rejet de ce système et on est pile dans cette période. On est pile dans cette période de crise politique. On voit bien, c'est vraiment... on a réussi notamment à mettre la question de la destitution d'Emmanuel Macron. Ça part dans tous les sens. Eux, ils se radicalisent en face. Ils font même plus semblant de croire aux institutions qu'ils sont censés eux-mêmes tenir. Enfin, vraiment, ça se radicalise fortement. Et c'est à ce moment-là que l'extrême droite repointe le bout de son nez, comme pouvant être une solution possible pour les élites et notamment les classes possédantes et ici les capitalistes. Par contre, on a eu une problématique, notamment, je pense, à l'après-guerre, une analyse qui venait principalement des staliniens, on va poser les termes, qui avait une analyse un peu comme si le fascisme, c'était seulement sur un claquement de doigts de la part de la bourgeoisie. Lorsque ça partait en sucette en période de crise, il suffisait claquer des doigts pour dire, allez hop, on met les fascistes en gros au pouvoir, pour justement asseoir son autorité, etc. Mais c'est nier le fait que, encore une fois, les fascistes ont leur propre agenda politique et ont leur propre moteur idéologique. Encore une fois, je reviens dessus parce que c'est vraiment central dans leur conception. Pour eux, l'économie n'est qu'une variable d'ajustement. On le voit bien dans les programmes, par exemple, de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, c'est libéralisme à foison. Et là, on a Marine Le Pen qui, en façade, certes, mais en tout cas en façade, essaye d'arranger le truc un peu à la sauce sociale. Parce qu'encore une fois, c'est une variable d'ajustement pour séduire les masses au sens large, le plus possible, mais le fond du problème, qui reste toujours encore une fois le cœur idéologique, ça reste le racisme et surtout l'anéantissement entre guillemets de toute existence en dehors de leur idéal de la nation, encore une fois autour de l'homme blanc, etc. Donc voilà, après tu parlais de avènement de l'extrême droite, on a l'impression qu'on serait, en gros ce serait déjà perdu. Non, c'est pas perdu, même s'ils reviennent fort effectivement. Ils reviennent fort, c'est vrai, on a des gouvernements, on l'a bien vu, de coalition entre de la droite libérale qui se durcit et une extrême droite qui revient encore une fois sur le devant de la scène. Mais la petite nuance entre gouvernement d'extrême droite et fascisme, c'est justement ce moment où
on sent on tient sur un fil, hein. Je pense notamment à Bolsonaro, Donald Trump. Et j'ai 2 exemples, et c'est quasiment la même chose, hein. Ce qui s'est passé au Brésil et aux États-Unis, on aurait pu tomber dans une société fasciste. C'est ce moment où, vous savez, les milices d'extrême droite envahissent le Capitole. Au Bolsonaro, c'était pareil, au moment où il sent qu'il va perdre les élections, c'est pareil, ils envahissent le Parlement, ils dégomment tout, etc. C'est carrément les mêmes logiques. Et là, à ce moment-là, on a Donald Trump, je crois, qui met au moins plus d'1 jour à répondre, voire même 2 jours à répondre à alors, c'est quoi votre... qu'est-ce que vous racontez là-dessus, quoi? C'est un truc de fou. Normalement, dans la minute ou dans l'heure même, il y a une réaction du président. Et là, vraiment, il y a une vraie réflexion à ce moment-là de la part des Trumpistes de savoir si ils accentuent le mouvement en appelant aux milices à aller plus loin, c'est-à-dire en dépassant le cadre institutionnel de ce qui organise la société aujourd'hui, ou si, à l'inverse, il vaut mieux faire un peu machine arrière en se disant que si ils se grillent et qu'ils perdent, du coup, après, c'est trop tard, ils ne pourront plus jamais arriver au pouvoir, en tout cas pendant plusieurs années. Donc on sent on est sur cette limite, il a hésité sur cette limite stratégique, et tout ça pour rappeler encore une fois qu'on pourrait très bien se dire, les racistes aujourd'hui, on est dans des institutions où il peut y avoir des fonctionnements racistes qui s'expriment dans nos institutions, notamment policières, etc. On pourrait se dire, allez hop, un jeune raciste, etc., il a juste à aller dans la police et faire ses expériences, quoi. En gros, on pourrait tomber rapidement dans ce truc-là. Ben non, en fait, parce que même eux, ils trouvent que la police, c'est pas assez. Ils trouvent que la police telle qu'elle est aujourd'hui, malgré déjà des violences policières, malgré déjà des fonctionnements racistes en son sein, etc., ils trouvent que c'est pas assez. Ils trouvent que tout ça, ça a la solde des socialistes et que sais-je, tout leur discours, toute leur connerie. Vraiment, il faut bien se dire que les fascistes veulent péter les institutions. Ils veulent les péter, quand bien même elles seraient déjà, il y aurait déjà des formes d'oppression qui s'exercent, déjà des inégalités sociales et économiques qu'on connaît toutes et tous. Ils veulent aller plus loin et péter ce cadre institutionnel. Et ça, c'est le mouvement fasciste. Et bien avoir en tête aussi que le mouvement fasciste, c'est pas seulement des partis politiques qui s'en revendiqueraient. Ça, on l'a bien compris. Voilà, il y a quelques milices néo-nazis qui ouvertement disent nous, on se revendique de Hitler ou de Mussolini, etc. Mais un mouvement fasciste, c'est pas seulement un parti politique qui se revendique, c'est même pas seulement un parti politique d'extrême droite, c'est bel et bien tout un fonctionnement économique et social qui emmène la société vers ça. C'est ce qu'on avait déjà observé dans les années 30, c'est encore une fois, une radicalisation d'une part de la bourgeoisie déjà en place et libérale, et des mouvements idéologiques autonomes, donc des mouvements d'extrême droite qui viennent s'alimenter les uns aux autres, et tout ça, tout ce conglomérat peut déboucher sur une société fasciste une fois au pouvoir, d'une part en utilisant les institutions déjà en place étatiques, et d'autre part, encore une fois, en pétant ce cadre avec des milices, etc. etc. Je ne sais plus quelle était la question. Si. Du coup... Comment les gens peuvent agir contre tout ce que tu racontes? Comment est-ce qu'on peut agir? Mais déjà, il y a plein de biais. Bon. Nous, ce qu'on dit souvent avec la jeune garde, de façon générale, c'est que l'une des meilleures recettes antifascistes, ça reste nos victoires. Qu'elles soient sur les questions sociales, féministes, écologiques, antiracistes, peu importe, lorsque nous on avance, intrinsèquement ils reculent. Si par exemple on avait gagné sur la réforme des retraites, peut-être que c'est pas terminé la bataille, mais en tout cas si on avait gagné à ce moment-là, tout à coup on vient d'une part donner un coup de massue aux libéraux et à leurs dérives, on vient aussi proposer une alternative en disant c'est possible, donc de les faire reculer, c'est possible à nouveau, donc de redonner de l'espoir, j'ai envie de dire, et de remobiliser dans notre classe. Et d'autre part, en plus de ça, on met un gros coup de massue à l'extrême droite, parce que l'extrême droite qui se drape, soi-disant, d'un truc un peu social, tout à coup, lorsque la bourgeoisie est attaquée en son cœur et lorsqu'ils viennent à reculer, automatiquement, l'extrême droite n'aurait pas eu que d'autre choix que de se placer du côté de la bourgeoisie et donc un peu faire tomber ce masque social. Donc on a tout intérêt, encore une fois, à obtenir des victoires. Je pense que les manifestations pour Adama contre les violences policières, etc., les grandes manifestations antiracistes qu'il y a eu, notamment à Paris, c'était des victoires antifascistes. Les manifestations écologiques de la jeunesse, notamment dans la rue où il y avait des dizaines, voire même des centaines de milliers de jeunes, Youth for Climate, etc., c'était des victoires antifascistes. Les mouvements féministes ces dernières années sont de réelles victoires antifascistes. Il n'y a qu'à voir les fascistes aujourd'hui dans quel état ils sont. Et quand je dis les questions féministes, je dirais plus anti-patriarcales. Regardez, quand même, on a l'impression, là, pour constituer ce gouvernement, il fallait avoir sur le CV qui a participé ou non à la manif pour tous. C'était un peu ça quand même. Hein. Si tu as participé, allez hop, tac, tu as plus 10 points sur ton CV. Bon, et bah regardez-les aujourd'hui. Non, non, vous inquiétez pas, on va pas revenir sur ces questions-là, etc. Parce qu'on les fait reculer. Et voilà pourquoi est-ce que je dis systématiquement ne surtout pas dire, même si c'est vrai que c'est une situation très préoccupante, on a de quoi s'alarmer, on a réussi à les faire reculer sur plein de questions ces dernières années. On a obtenu de réelles victoires. Et dans ces moments-là, ils sont obligés de baisser la tête parce qu'on a gagné sur plein de choses. Pareil sur l'antiracisme. Alors oui, effectivement, on a du boulot. Ça, c'est certain. Et notamment sur la question islamophobe, qui est aujourd'hui centrale à l'extrême droite, parce qu'il leur faut quand même un projet central. Ils sont tous un peu antisémites, tous un peu islamophobes, tous un peu tout ce que vous voulez, négrophobes, etc. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'islamophobie est la plaque tournante et la place centrale
de liaison entre tous les groupes d'extrême droite et suprémacistes blancs partout en Occident. C'est ce qui fait unité, en tout cas chez les suprémacistes blancs aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une question dans des dizaines d'années plus tard. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui fait unanimité chez eux. Désolé, je m'égare un peu. Tout ça pour dire que donc, c'est des victoires antifascistes que d'obtenir des victoires sur des thématiques qui, ouvertement, ne se disent pas antifascistes, mais elles le sont de fait. Par contre, évidemment que face à une situation particulière, parce que le fascisme est une société particulière. On sort justement, encore une fois, de tout ce qu'on a connu ces dernières années dans des démocraties libérales classiques, avec des systèmes d'oppression que l'on connaît bien et contre lesquels il faut lutter, et contre lesquels il faut faire avancer nos idées, et même, pourquoi pas, renverser la société pour proposer d'autres sociétés alternatives, ça va de soi. Mais le fait est, c'est que le fascisme est un régime tellement particulier qui fait que ça étoufferait pas tout, parce que preuve en est, c'est qu'il y a eu des exemples de résistance, mais en tout cas, vous vous rendez bien compte que ça étoufferait beaucoup de choses, et notamment encore des biais qui nous permettent justement d'obtenir ces petites victoires arrachées dans ce système capitaliste. Voilà pourquoi l'antifascisme doit à un moment donné être un militantisme particulier, ça veut dire s'attaquer, pour nous en tout cas à la Jeune Garde, à ce qui constitue les rouages, en tout cas de cette volonté d'arriver à une société fasciste, donc les organisations d'extrême droite à proprement parler. Bon. Donc s'attaquer au RN, évidemment, qui est l'organisation d'extrême droite la plus proche d'aller au pouvoir. Aussi se défendre face aux milices d'extrême droite qui s'organisent en parallèle de ces résultats électoraux et de cette avancée des idées d'extrême droite. Aussi la bataille culturelle dans les médias, etc. Bon voilà, Bolloré, on ne va pas refaire tout le tableau. Et aussi évidemment face aux dérives des libéraux, de fait, encore une fois, les macronistes, etc., qui de plus en plus reprennent les thématiques d'extrême droite. Donc on a un peu tout ça à faire. Mais pour ça, il faut une certaine, comment dire, une certaine expertise de ces mouvements-là, de comment ils fonctionnent, comment les démasquer aussi. Parce qu'il y a plein de fois où voilà, il y a des mouvements fascistes, je sais pas, qui se développent par exemple dans une faculté, on ne sait pas trop, ils disent pas vraiment leur nom, ils utilisent d'autres biais, etc. Et justement, c'est aux antifascistes au sens large d'aller enquêter là-dessus, d'aller dénoncer, d'aller révéler. Voilà tout le travail des antifascistes. Et ça peut se faire de mille façons. Ça peut être à travers, je sais pas, il y a des youtubeurs qui font un travail de débunkage énorme, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être comme nous à la Jeune Garde, on a choisi de faire un militantisme de terrain. Alors on est aussi allé sur les réseaux sociaux et aussi sur plein d'autres choses. Mais voilà, en gros, encore une fois, on est toutes et tous antifascistes, nous c'est le plus important avec la Jeune Garde. À chaque fois qu'on participe à faire avancer nos idées et à lutter avec notre camp contre un système inégalitaire, etc., on est de fait antifasciste, mais à un moment donné, il faut qu'une partie de ce militantisme se consacre dans une situation inédite à de fait lutter contre le mouvement fasciste à proprement parler. Très bien, merci beaucoup, mais je pense que il y a pas mal de choses qui ont été importantes de rappeler, c'est notamment la différence entre l'extrême droite et le modèle fasciste. Je pense qu'il y a dans la tête des gens souvent un raccourci qui est fait parce que c'est ce qu'on historiquement on a lié, mais je pense que c'est important d'expliquer, voilà, comme tu as expliqué très bien, comment le fascisme fonctionne, quel est son projet de société et aussi quelle est la place de l'extrême droite politique. Parce que quand je parlais d'avènement, c'est parce que quand on regarde les lois qui sont votées, les discours qui sont pris par des partis successifs, et ça ne se limite pas aux macronistes. Je pense que quand on a vécu l'état d'urgence sous Hollande et la question de la déchéance de nationalité, il y a des choses qui sont structurantes, qui sont des idées d'extrême droite qui auraient paru impossibles il y a quelques années et qui ont été normalisées. Mais en effet, le fascisme, c'est un phénomène particulier qui est à la fois un modèle de société et un combat politique. Donc je pense que c'est important de le dire et je pense que ça aide aussi les gens de se dire que c'est une victoire commune qui nous fait gagner contre le fascisme. Et chacun de nos combats, que ce soit sur des questions environnementales, féministes, antiracistes, participe d'une façon ou d'une autre lutter contre le fascisme aux côtés des antifas qui, eux, ont une stratégie, une connaissance du modèle. Donc je pense que ça nous donne des perspectives pour continuer ce combat ensemble. Mais c'est vrai que dans le contexte en France qu'on a, et on pourrait le dire aussi pour le Royaume-Uni, il y a une réelle criminalisation du combat antiraciste, parfois des féministes et également des antifascistes. Bon, tu es bien placé pour le savoir. Tu as été connu pour beaucoup comme le candidat Fichès. Et récemment, le ministre de l'Intérieur lui-même a émis l'idée de formuler une plainte contre toi pour un tweet. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que le combat antiraciste et le combat antifasciste est dans la ligne de mire de plusieurs partis au pouvoir, mais également, on va dire, du narratif dominant, que ce soit dans les médias, etc. T'as mentionné Bolloré. Et face à ça, il y a des outils que l'État utilise. Il y a la surveillance, il y a la question de la fichesse. Je pense que c'est important de rappeler que quand ça vise les écologistes et les antifas, c'est grave, mais ça a aussi visé beaucoup de musulmans sans aucune raison, qui ont vu leur vie
vraiment coincés pour des fichesses sans avoir aucune explication légitime. Donc tout cet arsenal juridique et politique que l'État utilise contre nous, c'est aussi quelque chose qu'on doit avoir en tête. Et dans ce contexte-là, comment, notamment toi qui maintenant est parlementaire, en plus d'être militant, tu penses qu'on peut proposer autre chose, ou en tout cas combattre un peu ce mouvement de criminalisation et presque rendre plus mainstream le combat antiraciste et antifasciste, et notamment contre l'islamophobie, qui est celui qui est le plus criminalisé en France avec la loi séparatisme, dissolution du CCIF, etc. Et en fait, parce qu'on est d'accord que les victoires politiques, c'est celles qui nous amèneront, mais sur le chemin, ils nous mettent des petites embûches. Alors, on va pas se laisser abattre, mais voilà, je voulais juste, maintenant que toi, tu es à l'Assemblée nationale, même si je pense que vous n'avez pas commencé encore à travailler, comment tu envisages... Enfin, je suis sûre que tu travailles, hein, mais comment tu envisages... Enfin, ils sont pas réunis, quoi. Mais voilà, il y a eu les commissions, etc. Mais voilà, donc si tu peux nous dire, dans le cadre à la fois de ton militantisme, mais aussi de ton rôle de parlementaire, comment faire face à la criminalisation de l'antifascisme et de l'antiracisme en France. Des questions vraiment faciles. Oui. Sur cette histoire de répression de façon générale sur les mouvements sociaux, bon, encore une fois, ça a toujours existé hein, dans les sociétés capitalistes de façon générale. On a toujours connu ça parce que de fait, lorsqu'on se met à lutter contre ce système, et encore une fois, ces inégalités, de fait, on est visé par l'État et ses institutions. Mais comme la question précédente, c'est qu'encore une fois, ça se durcit en même temps que, voilà, il y a des gens qui utilisent le terme de fascisation de la société. Je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, c'est sûr qu'on voit c'est une extrême droitisation au moins des idées et donc aussi de ces institutions. Et donc une criminalisation voilà, des mouvements antiracistes, antifascistes. Bon, sur cette histoire de fichesse, bon, déjà je l'ai appris durant la campagne, hein. Je ne le savais pas. C'était la petite surprise. C'est devenu aussi un peu un argument de campagne, hein, évidemment, parce que ce qu'on observe quand même sur le terrain, c'est qu'il y a une déconnexion. Plus la bourgeoisie, encore une fois, et plus les possédants se radicalisent, bah de fait, ils se déconnectent de la société. Parce que la société, si de fait, elle bouffe aussi tous les médias, etc., donc elle aussi se radicalise un peu. En tout cas, elle ne se radicalise pas aussi vite et aussi fortement que les gens qui sont à la tête, justement, de ces institutions et de ces grandes chaînes médiatiques, etc. Donc ça a été presque un moment un argument de campagne. Les gens disaient, bon, bah, s'ils racontent autant d'horreurs sur vous, c'est peut-être que vous détenez une partie de la vérité. En tout cas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser chez vous. Et oui, effectivement, j'ai découvert ça. Bon, après, la fichesse, du coup, moi, j'avais pas je savais qu'il y avait des camarades qui étaient fichesses de divers mouvements. Je savais qu'il y avait des musulmans qui avaient été fichesses pour tout et pour rien. Donc, c'était un peu tout et n'importe quoi, cette fichesse, mais j'avais jamais vraiment étudié. Mais au moins, ça m'a permis un peu de faire un zoom dessus. Et notamment, il y a une commission du Sénat. Et même le Sénat, qui est quand même pas l'institution la plus progressiste de notre République, même cette commission du Sénat dit c'est quand même très flou cette histoire de fichesse. Notamment, on y apprend dans cette commission qu'un policier anonymement peut déposer une fichesse. C'est-à-dire que n'importe quel policier anonymement peut dire je mets une fichesse à telle personne. Donc on se doute bien un peu des dérives que ça pourrait prendre si ça avait des répercussions juridiques, justement ce que certains demandent, hein, notamment l'inéligibilité des fichesses, etc., à la suite de mon élection. Donc oui, effectivement, il y a tout ce flou. Il y a 18 stades dans la fichesse. Bon, il y a des supporters de foot, il y a des gens qui sont jugés terroristes, il y a des militants écologistes, des syndicalistes. Il y a aussi une histoire assez folle, ça n'avait pas fait beaucoup de bruit à l'époque, je crois que c'est 2019 ou 2020, je ne sais plus. Il y a toute une classe qui se rend en Italie. Et en fait, parce qu'il y a un contrôle de douane, bon par ailleurs c'est illégal parce que c'est pas Schengen, mais en tout cas il y a un contrôle de douane. Et il y a la moitié de la classe qui se fait emmerder à la douane. Donc les profs sont assez en colère, bon forcément ça remonte assez haut, etc. Et en fait ils se rendent compte que la moitié de la classe est fichée S. Mais c'est des gamins de 16-17 ans. Hein. Parce que quand ils avaient 15 ans, quand ils étaient en seconde, en fait, la moitié de la classe, ils avaient participé à un blocus dans leur lycée contre Parcoursup. Et ils avaient mis tous ces gamins fichés S. Enfin voilà, pour se rendre compte un peu de la débilité que ce que sont ces fichiers. Alors évidemment, il y a eu une idée d'instrumentaliser cette fichesse parce que ça sonne terroriste, parce que ça fait peur, et du coup il y avait toute cette volonté-là. Encore une fois, ça n'a pas eu tant de répercussions que ça sur le vote, preuve en est. Et oui, après évidemment qu'il faut combattre tout ça. Mais moi, en fait, j'ai pas de solution miracle parce que sinon on serait peut-être pas là. Je pense que c'est encore une fois en faisant avancer nos idées. Et par contre, je pense qu'il faut qu'on soit très lucide là-dessus. On sent bien que dans notre camp, lorsqu'on fait face à ce type de polémique et à cette radicalisation
de certaines institutions et des gens en tout cas qui sont à la tête du gouvernement, etc., il y a des gens qui commencent un peu à trembler. On le sent bien à chaque polémique, à chaque truc. Bon, moi, il y a un des dirigeants d'un parti du NFP qui m'a un peu lâché sur BFM en disant que ce n'était pas ses valeurs, ce que je représentais. Bon, très bien. Mais voilà, il y en a eu d'autres. Hein. Medine, moi j'ai été particulièrement choqué. Medine, le rappeur, bon, on est plein de jeunes à être rentrés en politique grâce à des rappeurs comme Medine. Et non pas certainement avec des gens là, qui sont sur leur canapé et expliquer comment ça marche la lutte. De voir nos dirigeants politiques de notre camp lâcher un rappeur comme Medine, ça envoyait quand même beaucoup de signaux. Et c'était grave en fait dans la période. Et moi je pense qu'on a un intérêt politique à surtout ne pas lâcher sur la ligne. À chaque fois qu'il y a des gens qui vont vous dire ouais mais faut pas faire trop de vagues, faut pas faire trop de bruit, etc. Sans jouer le radical pour jouer le radical, hein, c'est juste en fait ne pas céder sur nos lignes politiques. Ne pas céder sur nos lignes internationalistes, ne pas céder sur nos lignes antiracistes, ne pas céder sur aucune de nos lignes. C'est juste ça. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais quand même, il faut retendre un peu des mains, mollement, etc. » Et ben, c'est toujours dans ces moments-là que s'ouvre une brèche et qu'on recule. Donc là, c'est un message, j'ai envie de dire, à l'ensemble de notre camp, à tous nos partenaires du NFP et plus largement, ne jamais reculer sur nos lignes, parce que systématiquement, c'est dans ces moments-là qui permettent justement toutes ces choses-là, qui sont toutes plus ignobles les unes que les autres. Et juste sur cette plainte, quand même, revenir dessus, parce que bon, il y a eu le terme assassinat. Bon, ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas le bon terme, il aurait fallu utiliser tuer, meurtre, machin. Moi, dans ma tête, meurtre, ça sonnait plus préméditation qu'assassinat. Mais bon, ouais, c'est entre le langage, la façon dont on parle, voilà. C'est bête et méchant, donc ils ont joué un peu sur ce truc-là pour attaquer la polémique. Mais la polémique, elle est où ? Elle est sur le fait qu'on vienne dénoncer les crimes de l'État français, et notamment ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, et qu'on vienne expliquer la gestion néocoloniale de l'État français dans ces zones-là. Et c'est ça, en fait, en réalité, qui les rend fous, et c'est ça, surtout, les choses sur lesquelles il ne faut pas lâcher. Et là, encore une fois, à notre camp, ne surtout pas lâcher sur ces questions-là. Et c'est ça, finalement, qui est attaqué. Bon, après, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il a plainté au final, parce que j'ai vu dans un article, c'est peut-être un signalement à la justice. Bon, il balançait, en fait, c'était pour faire un peu de bruit auprès de l'extrême droite. Regardez, j'ai attaqué un antifa, bon, machin. C'est rigolo, d'ailleurs, je le croise mardi, peut-être, parce qu'il y a, voilà, à l'Assemblée, je fais coucou, Bruno. C'est un plaisir. Non, parce que, bon, vous doutez bien que moi, je suis militant de terrain, ça fait des années qu'on lutte contre tous ces gens-là. Et là, pour une fois, je les ai en face. Bon, l'arrivée à l'Assemblée, c'était pas forcément facile sur tous les aspects, mais c'est presque un peu contradictoire. Mais finalement, de les voir en face, ça m'a mis une chauffe. Là, on sait pourquoi on est là, on est en face. Là ça, on peut être taquin et tout. Franchement, c'est trop bien. Enfin bon, voilà, encore une fois, ne pas lâcher sur les lignes. Moi, je pense que c'est la meilleure solution dans la période. Voilà, encore une fois, pas pour jouer radical. Il faut le faire de façon intelligente. On fait de la politique. On sait quand dire les choses, pas les dire, etc. Mais surtout, encore une fois, ne pas lâcher parce que c'est seulement ce qu'ils attendent là. Merci. Et je pense que c'est une bonne façon aussi de se rendre compte que la criminalisation qui est mise en place, c'est pas une criminalisation des personnes. En fait, c'est pas forcément contre toi en tant qu'individu. Ce qui est criminalisé, encore une fois, c'est l'idée, c'est le message politique, et notamment dans ton tweet. Le problème, c'est pas une erreur de qualification juridique, c'est en effet ce qui se passe, les politiques totalement coloniales et répressives de l'État français en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, qui a quand même fait 13 morts. Enfin, c'est-à-dire que tu n'as pas dit quelque chose qui n'avait pas existé. Et en fait, c'est encore une fois, dans les questions de victoire, c'est aussi ça qu'on se pose. C'est quelle ligne politique et quelle ligne rouge politique on ne doit pas laisser tomber. Surtout quand on est dans une situation de coalition et en effet, électoralement, on ne peut pas y aller tout seul, quoi. Et en même temps, ça nous montre aussi nos potentielles victoires. Parce qu'on va parler de quelque chose de positif. Tu as gagné dans une ville qui est Avignon. Je viens personnellement du sud-est, je viens d'Aix-en-Provence, qui est en train de devenir extrême droite, qui était longtemps que à droite. Et bon, Avignon, même pour Aix-en-Provence, c'est connu pour être très 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 raciste et très 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 d'extrême droite. Et tu y as gagné, donc déjà félicitations. Ça nous a fait plaisir à tous. Certains d'entre nous étaient ensemble quand on a appris ta victoire et crois-moi, on était ravis. Et oui, littéralement, franchement, on était... Ouais, donc déjà bravo et merci pour cette victoire qui est une victoire pour nous tous et nous toutes. Mais en même temps, ça pose la question de la stratégie politique et de la ligne rouge. En gros, je pense que tout le monde a envie de savoir comment est-ce que tu as fait pour gagner dans cette ville. Qu'est-ce que c'est gagner dans une ville qui est dite acquise à l'extrême droite, en plus quand tu as les médias contre toi. Mais c'est intéressant de dire que tu dis que ça a été finalement un argument, donc ça je pense que ce serait intéressant d'en parler plus. Mais ça pose aussi la question de la si connue stratégie LFI.
On ne sait toujours pas ce que c'est. Enfin, moi, j'ai une théorie, c'est considérer que les Arabes et les Noirs, c'est des êtres humains et qu'on peut leur parler politiquement. D'autres ont d'autres explications de qu'est-ce que c'est la stratégie LFI. Mais on en a beaucoup parlé, tu en as beaucoup parlé, tu as eu des échanges là-dessus, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je pense que c'est important parce que c'est un moment de cette stratégie, ton élection, je pense. Et on en veut plus des moments comme ça, parce qu'on veut continuer de gagner. Donc, s'il te plaît, raconte-nous comment tu as fait. Non, mais c'est vrai que c'était très beau comme victoire, parce que personne ne nous disait gagnant en réalité. Et dès le départ. C'est-à-dire que, évidemment, les grands médias, etc., personne ne nous disait gagnant. Mais vous savez, même les comptes Twitter turbo-gauchistes, avec cette fois-ci marteau, je ne sais combien de drapeaux, de je sais pas quoi. Vous voyez de quel compte Twitter je veux parler. Même ces gens-là qui font toujours des analyses en disant c'est bon, le NFP, on va faire 90%. Enfin, vous voyez de quel compte. Même eux nous disaient non, c'est mort. Vraiment là, les frérots, c'est chaud. Dans le Vaucluse, députée RN sortante, avec en plus quand on a eu les fichesses, etc. Là, ils disaient non, c'est cuit là. Vous pouvez remballer, merci, au revoir. Et en réalité, c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça, mais on savait qu'on allait gagner. À partir du moment où on a commencé à militer là-bas, on était sûr qu'on allait gagner. Parce que plus on avançait, plus il y avait une dynamique de zinzin. En fait, pendant 3-4 jours, nous, on ne répond pas aux médias. Alors, il y avait double stratégie. C'est déjà, ça ne servait à rien parce que les premiers médias auxquels on a répondu, peu importe ce qu'on disait, de toute façon, ils déroulaient et puis ils mettaient juste une citation, un mot pour dire qu'on avait participé, quoi. Donc, on avait dit on n'acceptait que le direct, c'est ce qui fait qu'on a accepté BFM là en direct pour pas qu'il y ait de. Enfin, bref, pour qu'on puisse nous entendre, quoi. Mais on ne répond pas parce que nous, on veut qu'on soit sur le terrain. Dès le départ, on veut déjà construire et oublier le truc médiatique, etc. Et là, on sent qu'il y a une énergie de zinzin. Alors, bon, il y a quelque chose qui nous dépasse, nous, et notre stratégie, et nos individus, militants, militantes que nous sommes. Il y avait de fait une situation inédite en France. Nous-mêmes, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Le fait est, c'est que il y a tout un tas de gens, j'ai envie de dire, par dignité aussi contre Macron et contre l'extrême droite, se sont mis à se dire bon, en fait, c'est mort quand on leur laisse pas le pays. Il y avait un peu ce truc-là de revanche, et ce qui nous a sauvés en réalité. On sortait des européennes, on s'est dit, ouais, là, mais là, on est mort, là. Pleine dynamique du RN, tout le monde est fatigué. On s'est dit, on est on va y aller parce qu'on est des vaillants. C'est ce qui fait que ça fonctionne à gauche encore. On s'est dit, ça allait être chaud. Bon, le fait est, c'est que dans l'ensemble de la société, et notamment dans la jeunesse et les quartiers populaires, ça s'est mobilisé beaucoup plus largement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous dépassait encore une fois. Il faut être raisonnable lorsqu'on raconte cette histoire-là. Après, le fait est, c'est qu'aussi électoralement, ça avait un peu bougé aussi à Avignon. On n'était plus dans la situation de 10, 20 ans, 30 ans où ça votait beaucoup, beaucoup à droite. En tout cas, à gauche, c'était radicalisé au bon sens du terme. Le vote LFI était de plus en plus fort à chaque élection. Alors dans l'ensemble des grandes villes, on voit ça, mais aussi à Avignon. Il y avait cette réalité. Il ne faut pas non plus se mettre le doigt dans l'œil. Donc on savait quand même qu'il y avait un truc électoralement déjà à jouer. On pensait que ça serait chaud, mais ça se jouait. Et après, le fait est, c'est que quand même, on lui a mis 4000 voix dans la tronche à la candidate RN. C'est pas on a gagné genre à 100 voix, on savait pas trop, non, on a bien éclaté, quoi. 4000 voix, c'était bien solide. Donc d'ailleurs, elle a encore du mal un peu à s'en remettre, là. Elle avait dit qu'elle quitterait Avignon, bref, elle était pas au top. Bon, et puis là, il y a les municipales qui reviennent, du coup, bon, hein, l'électoralisme, ça fait toujours revenir. Et aussi, moi, je pense qu'on a eu une force dans cette campagne, c'est que, bon, je suis un militant de terrain, mais l'ensemble de l'équipe de campagne, du coup, on n'était que des militants et des militantes. On avait déjà participé à des campagnes électorales, mais on n'avait jamais, on n'est pas des, voilà, encore une fois, pas des politiciens professionnels, et c'est une force inestimable. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'encore une fois, dans la situation politique, je pense que n'importe quelle personne qui a déjà participé à des élections, peu importe le parti politique, même peut-être LFI, aurait eu cette fâcheuse tendance à dire « Ah, quand même, on est dans une circonscription RN, va falloir faire attention un peu au discours, faire attention un peu à ce qu'on dit. Peut-être, ça ne veut pas dire abandonner totalement nos principes, mais quand même, essayer d'arranger un peu la sauce. » Nous, on n'en avait rien à faire. Encore une fois, ce n'est pas pour jouer au radical, pour se faire plaisir. C'est qu'on savait une chose, on allait être tactique. Parce qu'on fait de la politique, on fait les choses intelligemment. Par contre, on allait céder sur rien. Ni la Palestine, ni la question de l'islamophobie, etc., comme j'ai pu l'entendre, et de la part de camarades qui ont participé à la campagne. Hein. Moi, je vous le dis, hein. Il y a des gens qui ont dit « Ouais, fais attention quand même un peu aux tatouages, aux boucles d'oreilles. » Bon, ça, c'était gentil, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'était juste l'image. Mais après, même sur les discours politiques, hein, il y en a qui me l'ont dit « Attention à la Palestine, t'en as quand même beaucoup parlé, surtout pour le deuxième tour. » Je fais « Mais attendez, les camarades, on va pas commencer à céder, alors que là, on est en pleine période électorale. » Et puis après, lorsqu'on fait une campagne électorale, c'est aussi le long terme. C'est pour ça que je dis que de ne pas être dans cette logique strictement électoraliste, ça nous a permis un peu de nous éviter ce piège-là. C'est que nous, quoi qu'il arrive, on veut obtenir des victoires politiques. Et des victoires politiques, ça ne veut pas dire reculer sur ce qu'on défend.
il y avait une victoire politique à obtenir là dans l'immédiateté, c'est empêcher que le RN y aille, donc gagner un maximum de députés. Mais les victoires politiques, c'était aussi de faire avancer nos idées et surtout pas reculer. Donc ça nous a sauvés. Je pense que nombre de personnes qui peut-être déjà sont pas très solides sur certains aspects, notamment sur l'antiracisme, et je vais pas citer de nom, mais vous avez, je pense, quelques idées en tête, et se tournent encore plus vers, pour moi, des mauvais processus politiques à cause de cet électoralisme. Parce qu'ils sont tellement dans cette recherche de « j'espère pas perdre la dernière fois ». Enfin, il y a quand même des candidats, pour ne pas les citer encore une fois, ils ont dit « si je mettais la tête de Jean-Luc Mélenchon sur mes tracts », vous savez tout, voilà. Si je mettais la tête de Jean-Luc Mélenchon sur mes tracts, c'est un coup je perdais. Mais t'es sérieux là? Tu fais partie d'un mouvement politique, t'es même pas capable de le défendre. T'es même pas capable de défendre le dirigeant politique dans le mouvement dans lequel t'es. Mais alors, tu vas faire quoi une fois au pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible si tu perds la circonscription, on est d'accord. Il faut la gagner, mais pas n'importe comment. Pas au prix de, encore une fois, abandonner nos idées et abandonner ce qu'on défend. Sinon, à ce compte-là, que tu sois au pouvoir ou non, ça change rien. Ou presque rien. Voilà un peu toute la logique dans laquelle était. Encore une fois, on a lâché sur rien. Encore une fois, on l'a fait intelligemment. Et après, il y avait un truc, encore une fois, avec ces médias, etc. De fait, ça crée une dynamique dans la campagne. À la fin, je ne sais plus, sur la boucle, on était quasiment 200 et quelques. On a fait des porte-à-porte à 70, 80 têtes dans tous les quartiers. Et même des gens, ils disaient arrêtez de nous tracter. Ils avaient eu 3 fois le tract dans la même journée. Ils disaient arrêtez, on va y aller, on vous promet, on vous fera une photo, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais c'est bien de mener des campagnes de zinzin, tu vois. Et c'était parfait. En plus, on commençait la campagne. Peut-être vous n'avez pas eu tous les détails, mais quand même, c'était un truc de fou. Hein. On avait les médias nationaux contre nous, les médias locaux aussi, qui nous ont bien arraché la tronche, parce qu'en fait, on avait une candidature dissidente soutenue par la mairie PS en place, et tous les articles de la gauche, c'était la gauche locale soutient le candidat dissident. Et moi, en gros, j'étais l'espèce de zinzin ultra-gauche complètement barré, qui allait mettre la ville à feu et à sang, et que de toute façon, personne n'allait voter pour lui. En gros, c'était un peu ça, quoi. Et on a réussi à faire contredire tout ça et encore une fois à gagner largement. Et surtout, il y a un truc aussi qu'on a répété tout le long de la campagne et on n'a même pas pensé encore une fois d'un point de vue électoraliste pour les prochaines élections qui pourraient arriver très rapidement parce qu'on l'a fait sincèrement. Moi, systématiquement, j'ai dit aux gens, le programme, il n'est pas révolutionnaire. Hein. C'est juste un arrêt net aux politiques en cours. Et c'est sortir un peu la tête de l'eau dans cette situation. Déjà, on ne mentait pas là-dessus. Et la deuxième chose sur laquelle on ne mentait pas, on leur disait systématiquement, en fait, on ne va pas changer tout. On va pas changer tout et surtout ça va être difficile. Même si on venait à gagner, ils vont être féroces en face. Ça va être difficile, il va falloir que la mobilisation continue. On a répété ça systématiquement dans la campagne. Et je peux vous assurer que ça va nous apporter des choses là, dans la situation et des gens qui pourraient très rapidement tomber dans la résignation. Au moins, pas tous, hein, parce qu'on n'a pas pu parler à tout le monde, mais au moins les gens à qui on a le plus parlé, ils avaient déjà ça en tête. C'est-à-dire que ça allait être difficile. Ils ne sont pas tombés des nues lorsqu'ils ont vu Emmanuel Macron nous prendre un Barnier, etc. Voilà, donc ça, je pense qu'encore une fois, plus on est juste politiquement, même si des fois on a l'impression qu'électoralement, c'est pas top, bah si, on peut très bien dire il faut gagner, il faut machin, et on sait dire toutes les choses entraînantes pour aller chercher une victoire électorale, mais encore une fois, bien être lucide politiquement et être dans la justesse politique, c'est très important et pas prendre les gens pour des débiles surtout. Moi, c'est un truc, ça m'énerve, et même dans notre camp, cette espèce de truc, on entend dans certains partis politiques, oh, les quartiers populaires, ça y est, ils sont acquis. Bon, déjà, c'est une vision un peu particulière, parce que souvent, c'est des blancs qui disent ça. Bon, on sait qu'ils vivent dans les quartiers populaires, hein, ce sont des populations non blanches. Ces espèces de trucs, ils sont à nous, ça. C'est bon, de toute façon, ils vont toujours voter au bercail. Mais en fait, vous avez rien compris, les frérots. Les gens, là, tu te présentes, tu arrives, tu dis, bonjour, c'est la gauche, machin, machin. Ah, la gauche, c'est-à-dire, parce que nous, on a voté Hollande. Hein. Ils nous disent ça, les gens. Et les gens suivent parfaitement ce qui se passe. Hein. On les prend pas pour des benets. Hein. Et effectivement, d'avoir la tête de Jean-Luc Mélenchon sur les tracts, ouais, ça aide. Mais pas seulement d'un point de vue, comme certains pourraient le dire. Voilà. C'est parce que tout simplement, il y a des gens qui disent, en fait, c'est le seul qui ne nous a pas craché dessus. Mais c'était... D'un côté, c'est terrible d'en arriver à ce moment-là. C'est que Jean-Luc Mélenchon n'est jamais arrivé au pouvoir. Il n'a jamais fait des miracles. La seule chose qu'on nous dit, c'est juste le seul gars qui ne nous a pas craché dessus. C'est juste un truc de dignité qui mobilise encore un peu les gens. Mais encore une fois, c'est ce truc de ne pas mépriser encore une fois les gens et d'être juste politiquement et d'aller construire ensemble, surtout c'est le plus important. C'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs. Et c'est ça la double victoire, j'ai envie de dire, c'est qu'on a déjà un peu des biais un peu partout. Sur la circonscription et notamment à Avignon, on essaie de construire avec des associations déjà en place, on essaie de faire monter ça, on essaie de faire plein de projets, de formations, on va faire des tournois de foot, de ce que vous voulez. En tout cas, voilà, pour moi, c'est plus ça encore la victoire, c'est la poursuite de tout ça. Et on va essayer de retourner tout ça et d'aller ailleurs aussi dans le Vaucluse, pourquoi pas, et dans tout le sud-est. Merci, et c'est inspirant, et je pense que... Ouais. C'est particulièrement inspirant que nous ici, on se connaissait pas il y a à peine 3 mois.
On s'est rencontrés parce qu'il y avait un enjeu politique massif et qu'on a décidé de s'engager comme des zinzins dans la campagne du NFP ici. Et c'est ce qui nous amène encore aujourd'hui à te recevoir et à continuer les événements, les mobilisations sur place, parce qu'en fait, il y a un enjeu politique et on se bat pour des questions politiques, pas pour un enjeu électoral. Donc pour nous, l'idée que la campagne soit passée, qu'on s'est mobilisé sur le porte-à-porte comme des fous, c'était pas un momenté. C'était parce qu'il y a une réalité politique qu'on veut faire gagner, il y a des idées qu'on veut faire gagner, il y a des lignes rouges qu'on veut pas qu'on ne respecte pas, que ce soit les questions d'internationalisme, comme tu disais, avec la Palestine, maintenant le Liban et bientôt pratiquement toute la région, mais aussi les questions coloniales. On rappelle en Martinique, il y a une répression gigantesque. L'État français a envoyé les CRS pour la première fois depuis 1956, qui étaient censés plus y mettre un pied parce qu'en 1959, ils ont tué un jeune Martiniquais. Donc on est dans des dynamiques, voilà, et ça, c'est des choses qui comptent. Et même si c'est pas parfois populaire dans l'ensemble de notre camp, ça l'est pour nous parce que c'est populaire pour les gens, mais pas populaire parce que ça sonne bien, parce que ça les touche. Et quand tu parles de Mélenchon, des questions de dignité, c'est vrai que c'est triste parce que tu te dis la barre elle est un peu pas haute, mais ça compte. Ça compte. C'est-à-dire que aujourd'hui, si venir et parler d'LFI dans certains quartiers, ça sonne mieux, c'est pas parce qu'on est des clients. C'est parce que c'est pour des raisons politiques. C'est que le respect, la dignité, mais aussi l'égalité, les acquis, c'est des choses qui sont juste des dus, en fait, quand on vote pour quelqu'un. Donc je pense que ça nous parle parce que la campagne, c'était ça, mais aussi notre mobilisation aujourd'hui, elle est sur ces victoires politiques. Et ça fait du bien qu'on ait fini sur une question positive qui est ta victoire électorale, mais aussi la question de mobilisation, comme tu disais, pas prendre les gens pour des idiots. Les gens savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui se passe et on leur parle franchement et on ne perd pas nos principes. Donc on en souhaite encore beaucoup des victoires comme ça, qu'elles soient électorales, politiques, dans les mouvements sociaux et l'ensemble des combats qu'on a en face, quoi. Donc c'est la fin de nos 3 questions et c'est le début de vos questions. Non mais oui, merci de rappeler, mais aussi la raison pour laquelle tout le monde vote LFI, qu'on oublie souvent de dire, on veut plus d'écrans plats. Bah ouais. L'histoire des aides et des écrans plats. Désolé, la vanne n'est pas passée, pardon. J'ai entendu un silence interstellaire de l'espace. J'ai dit ok, il va falloir expliquer la vanne. Non mais il y avait un truc que je voulais demander pour juste rebondir sur le dernier point de la campagne. Comment est-ce que quand tu parles à quelqu'un qui a voté RN avant ou quelqu'un qui a voté abstentionniste, tu vas le convertir à voter NFP ou à voter à gauche globalement, quoi. Bon, moi j'ai mon grand-père qui vote Reconquête. C'est impossible, quoi. Avant il a voté RN un long moment et je me dis mais il y a vraiment des trucs où je me dis ouais, c'est des conversations qui semblent impossibles en fait. Ouais, des anecdotes, j'en ai plein des drôles aussi à l'Assemblée. Non, là c'est moins drôle, c'est juste sur la campagne, effectivement. Alors bon, après c'était 3 semaines de campagne en express, forcément t'as pas le temps de faire une analyse politique non plus, faut pas se prendre pour je ne sais qui. Mais par contre ce qu'on observe, et en fait ça fait des années même avec la Jeune Garde qu'on a commencé aussi à s'investir dans les campagnes électorales, à lutter contre le RN, parce qu'à ce moment-là on disait pas voter pour quelqu'un, même si bon, on avait notre petit avis sur la question, mais en tout cas on était vraiment déjà dans lutter contre le RN, et justement on allait essayer d'aller démobiliser en tout cas le vote RN, si ce n'est ne pas les transformer en gauchistes, en tout cas en démobiliser le vote RN. Déjà c'est très difficile parce qu'en réalité le vote du RN, contrairement à tous les fantasmes qu'on nous sort, c'est un nouveau vote massif de la gauche qui s'est déporté vers l'extrême droite, etc. C'est littéralement faux. Toutes les études sociologiques le montrent. La très grande majorité, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais la très grande majorité du vote RN, c'est des gens qui ont toujours voté à droite, et même dans les classes populaires. Enfin, je veux dire, du vote à droite dans les classes populaires, sinon la droite n'aurait jamais fait plus de 50% aux élections. C'est qu'il existait déjà un vote dans les classes populaires. Ça ne veut pas dire qu'ils votaient pour leurs intérêts, évidemment que non, mais en tout cas, il y avait déjà un vote dans les classes populaires pour la droite. Et c'est juste que ce vote-là s'est radicalisé à l'extrême droite, tout simplement. Alors, il existe effectivement des exemples où dans des zones désindustrialisées, qu'il y ait des gens qui peut-être avant votaient communiste votent aujourd'hui RN. Ça reste encore marginal, mais ça existe et c'est des choses qu'il faut combattre, notamment sur cette question sociale avec laquelle joue le RN. La question raciste évidemment rentre en compte, voilà, et devient centrale dans cette réflexion et dans cette volonté de voter RN. Mais quand même, ce qu'on a toujours observé avec les droitards de façon générale, c'est que quand même, ils sont pas chauds de discuter, quoi.
Et c'est un peu ce qui fait que nous, on est de gauche quand même, c'est que nous, on aime bien discuter politique. On aime bien mettre les choses sur la table. On aime bien remettre en question l'ordre établi, les inégalités, etc. Et ce qui fonde quand même la droite idéologiquement au sens large, c'est quand même le maintien de l'ordre et le maintien du système tel qu'il est. Donc naturellement, dans l'expression politique de ces gens-là, bah, c'est des gens qui parlent un peu moins politique. C'est ce qui fait que sur un marché, lorsqu'on vient leur tendre un tract, bon, tu comprends vite s'ils votent RN, alors grimace, on va dire. Mais en tout cas, c'est des gens, lorsque vraiment on pousse, si vous voulez discuter, etc. Non, c'est des gens qui ne veulent pas spécialement discuter politique. Mais même si on leur tend un tract RN, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, la candidate RN, mais c'est le cas sur plein de circonscriptions, n'a pas fait campagne. Tu vois qu'on l'a croisé une seule fois sur un marché. Ces gens-là ne font pas campagne. Parce qu'encore une fois, c'est des gens qui ne discutent pas politique, qui votent traditionnellement à droite, encore une fois, pour préserver leurs petits intérêts, en tout cas, est-ce qu'ils ont cette sensation, etc. Donc on est face à cet électorat-là. Donc forcément, nous, c'est plus difficile quand on essaie de discuter, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Plus on a de présence, etc., mieux c'est. Mais effectivement, moi, je pense qu'on a un intérêt, encore une fois, à mobiliser dans notre camp. Je sais que c'est la stratégie de la France Insoumise. C'est de dire si la jeunesse et les quartiers populaires votaient autant proportionnellement que le reste de la société, alors on serait majoritaire dans le pays. Bon, ça c'est d'un point de vue électoraliste, encore une fois, les calculs, les machins et tout et tout. Mais au-delà de ça, encore une fois, moi je pense qu'il y a une volonté de mobiliser dans notre camp face à la résignation et c'est ce qui touche finalement le plus notre camp. Et après, par contre, stratégiquement, effectivement, on a essayé de parler à tout le monde de toute façon. Quand on discute avec les gens, etc., on essaye forcément d'arriver par des biais, tac, etc. Pas que ça a forcément marché. Typiquement, lorsqu'on parlait, parce que ça m'est arrivé de tomber sur quelques macronistes, bon, ils ont fait 16% au premier tour, c'est très faible, mais il y en avait quelques-uns, notamment dans le centre-ville, un peu bourgeois, etc. Bah, on est malin. Ça ne veut pas dire qu'on cède sur les autres questions sociales, antiracistes, etc. Moi, je cède sur rien. Là, une politique, de toute façon, j'ai même pas besoin de la défendre. J'ai envie de dire, les médias faisaient tout le travail. Bon, mais typiquement un argumentaire face à l'électorat macroniste, vous savez, les gens un petit petits bourgeois qui ne suivent pas trop la politique, mais quand même qui aiment bien que tout se passe bien, tout ça, bah, parler de la question notamment de la liberté de la presse, le fait que si l'extrême droite arrive au pouvoir, la question de la séparation des pouvoirs, etc. Enfin, toute cette question-là, en fait, qui peut toucher cet électorat-là, bah ouais, ok, on discute de ça, du coup. Très bien, si on peut, en tout cas sur un vote court, machin, ça ne veut pas dire qu'on a cédé sur nos positions, pas du tout, c'est juste que stratégiquement, on les a amenés à ce moment-là, instant T. Bon, je pense que c'était très faible le report des voix des macronistes, on observe un peu ça, mais en tout cas, voilà, encore une fois, ne pas céder sur les positions et juste être stratégique lorsqu'on en rencontre. Mais le RN, c'est difficile au vu de ce qu'est cet électorat. On passe donc aux questions de la salle. Bonsoir Fanny, merci beaucoup pour l'organisation de ce débat. J'ai une question super courte sur la place des hommes dans le combat féministe, parce qu'il y a un procès qui est historique, et je crois que c'est dans ta circonscription actuellement, qui est le procès Mazan, qui prend aux tripes particulièrement beaucoup de femmes en ce moment. Et il y a un vrai débat chez les féministes sur la place des hommes, sur les tribunes qu'il y a eu, sur aussi assez peu de parlementaires qui se sont juste exprimés. Je sais que tu l'as fait très humblement, d'ailleurs, y compris en revenant sur des propos où tu faisais de la victime une héroïne, etc. Et tu as repris de façon très juste, et c'est super. Pigmal l'a fait aussi. Enfin, voilà, vous êtes plusieurs parlementaires de la jeune génération, notamment, hommes, à avoir pris position. Mais je crois que, en tout cas, moi, je sais qu'il y a un vrai débat chez les féministes, et c'est d'ailleurs ce qui fait la richesse des féministes et de la gauche, ce débat. Mais personnellement, moi, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui me prennent position publiquement. J'étais à la fête de l'UMA le week-end où le procès s'ouvrait, et je trouvais ça complètement lunaire, en fait, l'ambiance à la fête, parce que moi, j'étais très prise par ce procès, et je trouvais que c'était hors sol. Alors, il y avait les rassemblements à Paris en même temps, Clémence Guettet y était, etc. Mais enfin, voilà, je trouve que ça manquait de mobilisation et de soutien, notamment de la classe politique, mais aussi des hommes. Et on voit que quand on laisse cette place-là, quand il y a des drames comme ça s'est passé avec Philippines, le fait de ne pas prendre ça par le biais du patriarcat, etc., du coup, on laisse la place. Et voilà, j'aimerais répondre notamment précisément sur cette question de la place des hommes dans ce combat-là. Allô? Donc, dans cette semaine, le Raphaël Mauvais de la gauche, Glucksmann, a donné un entretien avec Libération où il a dit que cette partie de gauche, la gauche néolibérale, tout ça, ou la gauche entre guillemets, doit apprendre de Jean-Luc Mélenchon.
il a dit qu'ils doivent récupérer la stratégie insoumise pour les fins gauche molle. Et est-ce que vous pensez que ça pose une menace pour la gauche de rupture? Merci. Alice, on a eu des super victoires récemment aux élections. On a aussi perdu quelques circonscriptions, notamment des circonscriptions très difficiles comme la tienne qui sont dominées par la droite et le RN. Et il y a des débats dans plusieurs partis à gauche sur quels moyens on alloue aux militants locaux de terrain pour noyauter, mailler le territoire, former des sections locales et occuper le terrain. Quelles sont tes positions sur comment on répartit l'argent à la France insoumise, comment la direction soutient les militants locaux, comment on envoie des gens sur place ce serait un peu intéressant d'entendre ton point de vue sur l'organisation politique de la France insoumise à ce sujet. Sur la question de la place des hommes sur les questions féministes, je ne sais pas par où prendre le biais. Mais en fait, les questions féministes de façon générale, évidemment, encore une fois, comme je le rappelais, les derniers mouvements, et notamment MeToo, ont été des réelles victoires pour notre camp. De fait, on fait reculer les réactionnaires de façon générale, à tel point que même aujourd'hui, il y a des groupuscules fascistes, notamment comme Némésis, des groupuscules féminins, qui sont obligés de se revendiquer féministes pour exister politiquement. Alors que c'est des gens profondément antiféministes, hein. Notamment la plupart de leurs cadres sont issus de l'Action française, des mouvements royalistes, anti-IVG, qui souhaitent le retour de la femme à la maison, etc. Mais pour exister politiquement, elles sont obligées de se revendiquer féministes. Et notamment de se positionner sur des questions, alors par un biais raciste, mais en tout cas, elles sont obligées de passer par ce biais-là, des violences sexistes et sexuelles, pour exister dans la société. Donc c'est bien, encore une fois, qu'on les fait reculer sur certaines positions, et que c'est des victoires qu'il faut non pas seulement conserver, mais il faut aller au-delà et les poursuivre. Et la question, c'est pas tant la question des hommes, c'est la question de tout le monde dans ces luttes-là. Et évidemment, la question des femmes est centrale, enfin la question des femmes dans ces luttes-là est centrale, et comment est-ce que les hommes soutiennent. Moi, systématiquement, il y a eu plusieurs événements, notamment devant le procès de Mazan devant le tribunal d'Avignon, je suis venu en soutien, voilà, en soutien à l'appel d'associations féministes, notamment la Chorale et le collectif Droits des femmes du Vaucluse. Je suis venu en soutien. Et donc on a je pense qu'il faut que, voilà, encore une fois, nous on est une jeune génération, et moi je suis persuadé que la solution sera dans la jeunesse. On a été, je pense, formés différemment aussi à ces questions-là par nos diverses organisations de jeunesse que nos anciens, des fois. Ils font un peu flipper, hein, on va pas se mentir. T'as des discours, t'es en mode ah ouais, on part de loin. Et encore une fois, c'est pas pour dire que nous, notre génération, ça y est, on est émancipé de tout. On sera un long combat et c'est des étapes. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense qu'on a déjà bradé plusieurs étapes. Je pense qu'on a un rôle, nous, en tant qu'hommes, en tout cas, à avoir un certain contrôle sur les hommes dans nos organisations, au moins dans nos organisations et plus largement dans nos cercles sociaux. Parce que notamment nous à la Jeune Garde, hein, c'est des choses que les femmes ont posées dans l'organisation, c'est de dire ouais mais en fait c'est très bien, vous nous avez laissé la place de l'organisation au sein de la Jeune Garde pour gérer un peu ces questions-là. Elles ont mis en place tout un règle que très peu d'organisations sont capables d'assumer, en tout cas au niveau structurel, hein, notamment le fait que les femmes n'ont pas le droit de toucher dans des moments collectifs à de la vaisselle ou de ménage, etc. Aussi qu'elles aient interdiction de prendre la charge mentale de ce moment-là, parce qu'on s'est rendu compte, c'est que les hommes voulaient bien faire, mais c'était les femmes qui étaient obligées de leur dire. Enfin bref, tout un règle comme ça. L'interdiction aussi de rapports sexuels entre les membres de la Jeune Garde et avec d'autres membres, voilà, pour pas que les femmes soient considérées comme des bouts de viande mais comme des militantes à part entière. C'est des choses comme ça qui changent beaucoup aussi dans les rapports militants. Ça peut paraître étrange comme ça, mais ça a été vraiment des réelles victoires de la part de ses camarades. Mais aussi, elles se sont rendues compte que après, on leur laissait un peu le truc, quoi. C'est-à-dire que c'est elles, on leur laisse ses observations, on leur laisse un peu nous taper sur les doigts lorsqu'il y a des trucs qui dérivent. Voilà. Et ça a été posé par les femmes de dire responsabiliser aussi les camarades. Lorsque vous retrouvez par exemple qu'entre hommes, ce qui arrive notamment dans les milieux antifascistes qui sont quand même majoritairement masculins, que les hommes aussi soient vigilants à certains propos, à certains machins entre camarades. On peut plus se laisser aller lorsque les camarades femmes sont pas là. Donc ça c'est aussi une demande des femmes et qu'on essaye sans cesse de travailler. Il y a cette question-là. Il y a aussi des mobilisations d'hommes spécifiques qui de fait pour moi participent aux avancées antipatriarcales. Typiquement, il y a eu des mobilisations d'hommes pour plus de congés parentaux masculins. Ça peut paraître très bête, mais c'est une revendication qui, pour moi, participe à l'idée que c'est pas seulement la femme aussi qui s'occupe de ces questions-là, etc. C'est une mobilisation strictement d'hommes pour obtenir un congé parental masculin, mais ça rentre dans cette logique. Donc ça. Et après, nous, on vient en soutien, encore une fois, des mobilisations féministes. Et après, moi, oui, effectivement, je pense qu'on a eu des petits couacs, notamment à la France Insoumise. Je pense que tout le monde a en tête certaines expériences dernières.
je vous le dis, il y a des camarades à la France Insoumise, dont des camarades députés, ils ont du mal à se positionner sur ces questions-là parce qu'ils ont peur derrière qu'on leur remette des histoires sous le nez. Et dans ces moments-là, il va falloir être solide. Si ça arrive à nouveau, je ne l'espère pas, mais si ça arrive à nouveau, parce que ça arrive dans tout groupe social, il va falloir qu'on soit sacrément solide et beaucoup plus ferme. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Donc c'est des batailles en interne qui ne sont pas forcément évidentes, parce qu'on sait bien que lorsque ça arrive, ça touche plein de choses, ça touche des relations de longue durée, de tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, il va falloir qu'on soit très ferme sur ces questions-là, justement parce que c'est ça qui détruit les organisations finalement. C'est lorsqu'on n'est pas ferme et lorsqu'on n'est pas carré sur ça, ça laisse bien plus de traces et bien plus de destruction sur nos mouvements. Et je te rejoins tout à fait. En plus de ça, c'est une victoire antiraciste lorsqu'on avance sur les questions féministes. Parce que si, demain, à chaque fois qu'il y a un féminicide tel qu'il s'est passé sur Philippines, les féministes sont invités, bon, c'est pas la volonté des médias, mais en tout cas, les féministes ont beaucoup plus de voix dans ces moments-là que les racistes, c'est une victoire. Et donc, on a tout un intérêt, encore une fois, à soutenir aussi ces mobilisations féministes, parce que, de fait, par répercussion immédiate, ça empêche la récupération des racistes sur ces thématiques et autres mouvements réactionnaires. Voilà, je suis désolé, je me suis un peu étendu sur cette question. Je vais essayer d'aller plus vite. Raphaël Glucksmann. En gros, ta question, c'était est-ce que c'est une menace pour la gauche de rupture? Parce que voilà, il y a eu cette petite formulation de vouloir utiliser la France Insoumise, qu'ils essayent. Hein. Alors, de toute façon, il n'y aura pas mille solutions. C'est où Raphaël Glucksmann finit par adopter un peu ce qu'on défend, c'est-à-dire des réelles positions antiracistes, des réelles positions sociales, féministes, etc. Et alors, bienvenue camarades. Bon, j'ai quelques doutes. Ou alors c'est seulement une stratégie, encore une fois, électoraliste que je pointais, et ils vont juste se manger une porte. Parce que comme tu l'as rappelé, aujourd'hui, si ça a marché pendant des années parce que peut-être dans une société un peu particulière, mais dans cette période de crise politique, c'est d'autant plus fort, les gens vont lui claquer la porte au nez et vont dire merci, au revoir, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles et des clients comme tu l'as dit. Et donc voilà, moi je pense tout simplement que, encore une fois, c'est un peu de blabla et qu'aujourd'hui, dans la période politique, les gens ont besoin de clarification et donc qu'on soit ferme et qu'on ne fasse pas semblant, mais bien qu'on se batte pour nos idées. Ensuite, il y avait la question comment la FI investit un peu dans les territoires, etc., localement. Alors moi, c'est difficile pour moi parce que je n'étais pas un militant de la France Insoumise. J'ai jamais été militant de la France Insoumise. On s'est rapproché ces dernières années avec la Jeune Garde parce qu'il y a une volonté politique à construire avec notre camp de façon générale et qu'aujourd'hui, l'outil quand même le plus dynamique à gauche et celui qui ressemble le plus à ce qu'on défend là, actuellement politiquement dans la période et qui tient la barre, c'est quand même la France Insoumise. On ne s'est pas trompé. Moi, j'étais content pour Rima Hassan, je pense plein de gens. Mais là, tu te manges des rincés dans tous les sens, tu te fais éclater sur tous les plateaux, antisémite, machin, bon, vous connaissez les trucs. Et la FI, boum, les européennes, Rima Hassan, schkling. Ah, ça fait du bien en vrai. Ça fait du bien. Et oui, je pense que sincèrement, si j'étais pas militant, parce que j'aurais pu ne pas être militant, les trajectoires sont telles qu'elles sont, c'est un truc qui m'aurait motivé à voter, par exemple, une Rima Hassan sur les listes. Enfin bref, donc tout ça pour dire qu'il y a eu une stratégie de la France Insoumise, de ce que j'ai compris, notamment autour de locaux. Il y avait une volonté d'investir dans des locaux, notamment dans les zones où il y a le Rassemblement National, et justement là on n'arrive pas à gagner. Bon, le fait est, c'est qu'aussi ça coûte de l'argent, et en plus il y a eu 2 campagnes, donc je crois qu'il y a 3 locaux qui ont été ouverts, dont à Perpignan, qui est une zone assez difficile. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Voilà, encore une fois, moi après je connais pas bien le maillage exact de la France Insoumise, etc. Mais moi je suis pour que... Aussi il faut voir la politique, pas seulement en termes numériques, est-ce qu'il y a tant de militants là-bas, etc. Moi je pense que la politique c'est une histoire dynamique politique. Et que là, le fait est, alors attention, je vous promets pas des miracles, mais le fait est d'avoir gagné à Avignon, ça va nous permettre d'aller dans d'autres endroits, notamment dans le Gard, à Nîmes à côté. C'est ce qu'on veut essayer de faire un peu partout sur le Vaucluse pour créer cette dynamique un peu de fierté en se disant wesh, on a gagné quoi. Et ils sont pas chez eux. Nous typiquement il y a Orange qui est une ville, c'est la droite du RN. Hein. C'est costaud. C'est la droite du RN qui tient la ville depuis maintenant des années, ils tiennent la mairie, évidemment ils ont des députés là-bas, etc. Nous ce qu'on veut faire c'est faire un forum social antifasciste là-bas. C'est un projet. Faire une manif là-bas, un forum, je sais pas encore comment ça va se passer, mais dire en fait vous n'êtes pas chez vous les reils là. Non mais excusez-moi, c'est pas. Non mais en fait, voilà, c'est chez nous et on est partout chez nous. Voilà, il y a un peu cette idée-là, redonner la fierté et notamment à Orange, un des trucs qui nous a marqué, on a regardé un peu les niveaux d'abstention, mais les niveaux d'abstention dans la jeunesse et dans les quartiers populaires à Orange, mais il est phénoménal. Je dis pas qu'on va reprendre Orange demain, attention, parce qu'après vous allez m'attraper par l'oreille, ouais t'as dit, et puis attention. Mais en tout cas, on peut faire des bien meilleures choses parce que les gens, encore une fois, c'est la résignation qui les touche dans ces moments-là et c'est normal, ça se comprend. Et là, avec cette dynamique politique, nous on veut essayer en tout cas de redynamiser aussi partout sur ce terrain-là. Salut Nicolas. Tu as rappelé au début que tu es militant de terrain de base. Aujourd'hui, tu es député et pourtant on te voit toujours sur le terrain. Tu étais notamment là à Wolfhamstow il y a un peu plus d'1 mois.
Nous, on était ravis. On t'a cherché partout. On t'a tracé via tes selfies. On t'a pas trouvé au final, malheureusement. Mais je pense qu'il y a plein de députés qui voient pas ça d'un bon œil, et même à gauche, malheureusement. Et du coup, ma question, c'est pour toi, comment ça se conjugue ton rôle de député avec ton rôle de militant? Ma question, c'est plutôt personnellement, qu'est-ce qui a motivé le passage en termes de politique électorale? Parce que c'est vrai que malgré le fait qu'on ait eu une belle victoire aux dernières élections, on a bien vu sur ce à quoi ça a débouché au niveau du gouvernement. Et c'est vrai que dans mon cercle personnel et dans les cercles où je milite, surtout dans l'antifascisme en Angleterre, ça a un peu conforté cette idée que les victoires, elles ne se font pas par le système, mais plutôt par des modes d'action directs. Et ça nous détourne pas mal du système électoral. Et qu'est-ce qui, en fait, a justifié ce passage du militant sur le terrain à l'Assemblée nationale? Bon, moi, du coup, j'ai une question. Latifa. Ma question, en fait, c'est justement à propos du gouvernement actuel. Est-ce que tu penses qu'il va résister ou est-ce qu'on doit s'attendre à une prochaine dissolution? Il y avait les deux premières questions, elles étaient un peu similaires. C'était la question de... Je me souviens plus exactement comment elle était formulée. Ouais, voilà, militantisme et député. Oui, c'est une question notamment qui est beaucoup revenue dans les médias. Ouais, comment est-ce qu'on fait pour devenir... comment on passe de Antifa à député, etc. Et ce que j'ai répondu, encore une fois, avec la plus grande sincérité politique qui nous anime, pour moi, c'est une continuité. C'est tout simplement une continuité que d'avoir lutté contre les milices, l'aspect le plus radical de l'extrême droite, donc les milices d'extrême droite dans la rue, et de les combattre aujourd'hui au cœur, j'ai envie de dire, de leur projet de prise de pouvoir, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée nationale, et notamment face au RN. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes modes d'action. Vous vous doutez bien qu'on ne milite pas de la même façon face à une milice armée jusqu'aux dents, notamment de couteaux dans la rue, que face à des gens du RN qui essayent de mettre des cravates et de faire comme si tout allait bien. Mais encore une fois, c'est une continuité. Et par contre, c'est sûr qu'on arrive avec cette petite touche, d'une part durant la campagne, ça c'est ce que je vous ai expliqué, avec le fait que nous on est des militants de terrain et qu'on a d'autres objectifs politiques que seulement cette question électoraliste. Et puis après, c'est dans nos modes d'action. Alors évidemment, je n'aurai pas tout à fait le même mode d'action que j'ai pu avoir durant ces dernières années à la Jeune Garde pour les raisons que j'ai expliquées un peu plus tôt. Mais pour moi, venir en Angleterre, c'était une logique. Alors pas venir en Angleterre pour venir en Angleterre, voilà. mais en tout cas, venir en Angleterre face aux milices racistes suprémacistes blanches, oui, c'était... moi, pendant 3-4 jours, je bouillonnais. Hein. J'étais en explosion interne, on en discutait avec les camarades, on était comme des oufs. Alors pour des moyens financiers, vous vous doutez qu'avec la Jeune Garde avant on pouvait pas trop faire ça. Bon, aujourd'hui c'est plus facile. Voilà. Forcément, on se déplaçait un peu dans toute la France, mais pas trop au-delà parce que c'était difficile. Et là, j'ai pas fait grand-chose parce que je suis venu en réalité plus visibiliser la question. Mais c'était une victoire, hein. Et je dis pas ça encore une fois de façon prétentieuse. Le changement qu'il y a eu dans les médias, avant qu'il se passait des trucs comme ça, c'était lorsqu'il y avait des attaques de l'extrême droite et qu'il y avait des contre-mobilisations, surtout hors territoire français, c'était vachement... des mobilisations citoyennes, nanana. Là, c'est devenu, vous regardez tous les médias, à partir du moment où j'ai pointé mon bout de nez là-bas, c'était devenu des manifestations antifascistes et antiracistes. C'est une grosse victoire, quoi. C'est devenu des manifestations antifascistes. Ça l'était, mais en tout cas, médiatiquement, le récit est devenu comme ça. Donc c'était une victoire aussi de ce point de vue-là. Et oui, effectivement, c'était une obligation de venir. Et si ça arrive, je reviendrai. Hein. Et cette fois, un peu plus nombreux et nombreuses, voilà, on espère. Voilà, parce que juste c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de cesser de se dérouler comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, peut-être j'étais un des seuls députés à le faire à ce moment-là. Peut-être qu'il y a d'autres députés aussi, ça va les motiver à plus intervenir dans ce genre de cas. Bon, à la France Insoumise, on a aussi un peu des zinzins de l'espace, hein, qui interviennent déjà dans plein de choses un peu comme ça, ils mettent les deux pieds dans le plat. Mais là, sur ces questions antifascistes, c'est sûr que de fait, j'apporte ça parce que je viens de là. Donc c'était une évidence que de venir là et de venir soutenir des contre-mobilisations antifascistes. Voilà. Et après, la deuxième question du coup qui a été liée, c'était sur la question de comment est-ce qu'on rentre un peu justement dans cette logique électorale, alors que nous, on vient d'un militantisme plus d'action directe, c'est vrai. Je viens d'y répondre, c'est une continuité de tout ça. Et à chaque fois, nous surtout, on avait dès le départ avec la Jeune Garde, la première chose qu'on a fait en 2018, on aurait pu d'ailleurs en parler des heures de la Jeune Garde, mais la première chose qu'on a fait en 2018, on a mis sur la table, on a dit où est-ce que ça en est les mouvements antifascistes. Mais pas qu'en France, un peu partout dans le monde. Où est-ce que ça en est ? Comment est-ce que c'est construit ? Quels échecs il y a eu, quelles victoires il y a eu, etc. On a essayé de tout mettre sur la table. Ça ne veut pas dire qu'on avait la réponse exacte. En tout cas, on a tout mis sur la table pour piocher un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et une des choses qu'on avait observées, c'est un certain isolement de l'antifascisme. En tout cas en France et
principalement en Occident. Contrairement à d'autres pays, je pense notamment à des camarades qui sont partis en Turquie, qui sont revenus avec plein de savoir-faire révolutionnaires, etc., qui nous ont dit, mais en fait, en France, là, on fait n'importe quoi. Enfin, ils nous disaient, en gros, c'est de la parade, quoi. C'est pour se faire plaisir radical, mais on n'obtient rien du tout. Bon, nous, on s'est pris un peu des gifles comme ça par des camarades qui sont partis dans d'autres pays pour nous dire, là, c'est n'importe quoi. L'antifascisme en France et en Europe. Mais bon, passons. Je ne vais pas vous refaire tout le processus. En tout cas, ça pour dire que déjà, ce qui nous animait à la base, c'était il faut absolument que l'antifascisme redevienne central dans nos luttes et que, surtout, ça passe par tous les moyens nécessaires. Qu'on ne s'interdise rien. Puisque eux, en face, s'interdisent rien. Ben nous, on ne s'interdit rien. Ça veut dire que si demain, ils décident, des groupuscules identitaires, notamment à l'époque, décident d'aller dans les médias, c'était en 2021, donc on prend la décision. D'abord, on avait éliminé le bastion social à l'époque, puis ensuite, on s'attaque à Génération Identitaire. On dit, bah ok, nous aussi, on y va. Poum, porte-parole là. Et c'est ce qui fait qu'on développe ces stratégies. Mais c'était, dans l'antifascisme, c'était, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Bon, finalement, ça a été bien reçu par des camarades et qui n'avaient pas forcément la même ligne que nous. Ça a été plutôt bien reçu dans son ensemble. Mais le porte-parole là, c'était quelque chose d'inimaginable dans l'antifascisme, qui devait rester camouflé, etc., etc. On a apporté ces questions-là. Et évidemment, c'est devenu naturel qu'on se dise, bah, nous aussi, on va aller jusqu'à l'Assemblée, puisqu'ils veulent prendre le pouvoir aussi par ces institutions. Donc, pim, on y va. Voilà pourquoi est-ce que petit à petit, on y allait. Et après, on ne va pas se mentir. C'est aussi le parti qu'est la France Insoumise. Enfin, l'organisation, le mouvement qu'est la France Insoumise qui nous a motivés. Moi, je vous avoue, quand on a vu des Rachel Keke arriver à l'Assemblée nationale, ça nous a mis une bouffée d'air en se disant, waouh, ça y est, la gauche, elle revient peut-être, quoi. Attention, on reste vigilant. Toujours. La plus grosse défaite de la gauche, c'est de dire « Oh, ça y est, une organisation, elle va tout régler pour nous. » Jamais, camarades. Et même moi, là, je suis en face de vous. Jamais vous vous dites « Ça y est, lui, on lui fait totalement confiance. » Jamais faire totalement confiance en ses dirigeants politiques et en ses élus. C'est pas pour faire de la parade. C'est parce que véritablement, il peut y avoir des déviances. Je vous dis, à l'Assemblée nationale, c'est blindé de thunes. Et celles et ceux qui vous disent le contraire « Ouais, on n'a peut-être pas trop, etc. » C'est faux. C'est blindé d'argent. C'est blindé d'argent. Et oui, très rapidement, on peut rentrer dans des logiques à un peu s'éloigner. Parce qu'on peut y trouver des intérêts, etc. Donc on a un intérêt, encore une fois, à maintenir de la pression sur nos élus et sur nos dirigeants politiques. Mais ça pour dire que la France Insoumise, pour revenir un peu sur le truc, moi je discute notamment beaucoup avec des camarades italiens, parce que pour le coup, je vais beaucoup plus en Italie qu'en Angleterre. Désolé. Et les camarades en Italie, typiquement, ils ont pas ça. On discute avec des camarades antifascistes, ils sont vraiment sur cette ligne, justement, action directe, ils n'arrivent pas à penser au-delà. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'organisation. Vraiment, quand on leur explique, ils disent en mode « Ouais, ça a l'air stylé ce que vous faites », mais ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut mettre des... Bon, voilà, faire reculer Génération Identitaire, et de l'autre côté, aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Ils me disent « Mais c'est un truc de ouf, c'est pas possible, ça. » Dans leur logique, c'est pas possible. Et justement, et parce que, encore une fois, il n'y a pas la France Insoumise, il n'y a pas des exemples qui montrent que c'est réalisable, parce que le parti de gauche, notamment en Italie, c'est sport. Bon, vous avez l'Arbour Party. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça parti de gauche. Mais vous avez compris l'idée. Voilà. Tu voulais... Ouais. Non, je veux juste parce que pour parler un peu du Royaume-Uni, parce que c'est une situation qui nous concerne beaucoup, je voulais juste, désolé, je reprends le micro, mais en fait, quand je parlais par exemple de ton élection, de ton existence à certains camarades qui sont notamment tous ceux qui ont fait la campagne de Corbyn, quoi, tous ceux qui ont été du Labour corbyniste, ils n'arrivent pas à y croire non plus. Enfin, ils ont la même réaction que tes camarades en Italie. Ils se disent, mais comment est-ce qu'il y a un parti qui a envoyé un antifa à l'Assemblée? Et il y a un truc où vraiment, je pense que ce serait super que, je sais pas si la LFI fait ça déjà, mais d'avoir encore plus de connexions avec les partis ailleurs en Europe, parce que la menace fasciste et l'extrême droite, ils se parlent. Ils sont ensemble. Hein. Le Pen, elle passe sa journée avec Orban. Enfin, je veux dire, ils sont connectés. Et je pense qu'il y a un truc de la stratégie LFI, mais aussi du mouvement, qui serait bien de... Voilà, de... Ouais, exactement. Juste, je suis désolé, je prends un peu de temps, mais juste sur cette question, surtout, invitez-vous partout où vous pouvez. En vrai, il y a cette espèce de truc, et même moi élu, hein, quand je suis arrivé à l'Assemblée, bon, ça s'est peut-être pas trop vu dans les caméras, mais je vous mens pas, j'étais pas bien. Genre vraiment, j'étais pas bien. Ouais, il était bien. C'est vrai qu'il était bien. Mais en vrai, j'étais pas bien, mais je vous le dis véritablement, moi je suis un gros mangeur. J'ai pas mangé pendant 2 jours là-bas en arrivant. Parce qu'en fait, on se sent pas chez nous, il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur. Même là encore des fois, je me dis, mais je suis pas chez moi. Et justement, c'est de revoir tous les zinzins là qui me disent, si, on est bien. On est bien là finalement, de voir leur regard, là, ils ont les boules là, ça c'est chouette. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, faut s'inviter partout. En vrai, au contraire, on doit être fier, on doit imposer nos trucs, et s'ils sont pas contents, bah tant mieux. Et pim, on y va comme ça, quoi. Il y a Mathilde Panot, je lui ai posé une question, je lui ai dit ouais, mais c'est chaud, moi je les connais pas tous les députés RN. Tu sais, genre moi j'ai envie, quand j'en reconnais, je regarde de travers, tu vois un peu, tu vois, en mode on n'est pas copains.
Et puis je lui demande, du coup, elle me dit dans le doute, regarde tout le monde de travers. Ouais, elle dit ça en rigolant. Non, mais tout ça pour dire. Non, mais en vrai, c'est une petite anecdote un peu pour rire, etc. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, oui, il y a des gens qui aimeraient surtout ne nous voir pas là. Ils aimeraient qu'on dégage. Voilà, on l'a bien vu dans les médias, etc. Mais justement, c'est une grosse fierté. Et surtout, invitez-vous partout. Là, au Royaume-Uni, s'il faut dire ça aux camarades, il faut le dire à 200%. N'ayez pas peur, allez-y. Et après, cette histoire de gouvernement actuel, c'est difficile à dire. Moi, le seul marqueur un peu politique de la période pour Emmanuel Macron, c'est entendre ce que dit Le Pen. Parce qu'Emmanuel Macron a décidé d'écouter au doigt et à l'œil ce que dit le Rassemblement national. C'est quand même ce qui se passe depuis ces dernières années. Pas oublier que cette dissolution a eu lieu parce que Jordan Bardella l'a demandé. Début des élections européennes, on veut une dissolution de l'Assemblée nationale si on finit premier à ces élections européennes. Bon, ils savaient a priori qu'ils allaient finir premier. Qu'est-ce qui se passe? Boum, Emmanuel Macron dissout. Là, vu que Marine Le Pen a demandé une dissolution, dès que c'est possible, c'est-à-dire un an après cette dissolution, oui, je pense qu'elle va avoir lieu, ne serait-ce que parce que Marine Le Pen l'a demandé et qu'apparemment Emmanuel Macron désire que le Rassemblement national soit au gouvernement. Donc oui, il faut s'y préparer. Après, encore une fois, c'est difficile à dire. En tout cas, nous, on va tout faire pour le faire tomber. Et oui, je pense que tout le monde en a conscience, c'est qu'il y a une j'arrive pas à parler. Illégitimité de ce gouvernement et de Macron de façon générale dans le pays qui est juste... on n'a jamais connu ça depuis le début de la Ve République. Donc on ne voit pas comment ça pourrait tenir bien longtemps. Pendant la période des Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé dans les milieux antifascistes en France? Parce qu'on se retrouve à marcher avec des gars, on se dit mais il est pas un peu raciste lui à côté de moi et alors qu'il y a un délire très anti-Macron. Comment ça se passe à ces moments-là, sachant que le contexte actuel fait que ça va re-gilet jauner encore, quoi. Voilà. Oui. Mais les gilets jaunes, c'est une très bonne question parce que c'est encore une fois une étape dans le développement de l'extrême droite en cours et qui montre qu'on n'est plus tout à fait dans les mêmes modes d'action et dans les mêmes modes de mobilisation sociale que ces dernières années. Ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais dans un certain confort d'habitude, de mobilisation, etc. Le fait est, c'est que là, ça a dépassé ces cadres-là, ça a dépassé les cadres habituels des organisations syndicales, etc. Et que effectivement, tu es dans un mouvement très particulier, alors qu'il ne fallait pas caricaturer. Nous, dès le départ, et notamment les mouvements antiracistes comme le Comité Adama, sont parmi les premiers à celles et ceux, vous savez, qui donnent des leçons, la France rurale, je sais pas quoi, machin, la France des bourgs et des tours, bon, vous avez compris de qui je veux parler. Les gilets jaunes, typiquement, c'est un moment où les premiers à dire il faut rejoindre les gilets jaunes et réaxer le mouvement dans nos revendications, etc., c'est notamment les mouvements antiracistes, comme le Comité Adama. Donc ils n'ont rien à apprendre de nos organisations, ces mouvements-là, et on ferait bien de les suivre sur pas mal de choses. Donc nous, très rapidement, on s'est rendu aux gilets jaunes, c'est vrai, avec cette particularité, avec certains mouvements qui investissaient, alors pour le coup, ouvertement fascistes. Notamment, il y avait des milices d'extrême droite qui essayaient de tenir les manifestations. À Lyon, on a connu une quinzaine de manifestations où les fascistes ont tenu la tête de manifestation, littéralement, avec des slogans racistes, notamment avec un truc complotiste sur le pacte de Marrakech. À l'époque, qui disait que le pacte de la Marrakech allait faire que des centaines de milliers de migrants allaient envers la France. Enfin bref, truc de zinzin habituel. Et c'était la tête de manifestation, et à tel point que plus personne de notre camp, à Lyon c'était très particulier, mais Lyon, Paris, il y avait plein d'autres villes, mais Lyon c'était vraiment le cœur. Il y avait des camarades, notamment cheminots, qui pouvaient même plus aller dans les manifestations, parce que s'ils se faisaient repérer, ils se faisaient défoncer, quoi. Et oui, nous en tant que militants antifascistes, on a dû remettre les points sur les i. En premier, on les a dégagés à Paris, puis à Lyon, on va dire c'était un peu la bataille finale. Et ils sont venus à plus de 100 là, et les OAF Paris, il y avait tous les hooligans de Lyon et alentours, identitaires, Bastion Social, ils étaient tous là avec des armes et tout. Nous, ce jour-là, à la Jeune Garde, il y a 15 personnes. Ça, pour redonner aussi un peu de patate dans ce genre de moment, 15 personnes qui sont, on va dire, a priori formées et qui peuvent assumer. Bon, après, il y avait d'autres camarades qui nous ont rejoints, mais assumer à défendre une ligne. Ce qui s'est passé, c'est que les fascistes attaquent l'arrière de la manifestation. Il y a juste une ligne de 15 personne de la Jeune Garde, tout le monde se met à courir dans notre camp, c'est logique, il y a 100 fascistes qui attaquent. Juste le fait qu'on tienne une ligne, tac, tout le bloc nous rejoint et on finit à 200 personnes en bloc grâce à la ligne qu'on a fermée au départ. Et les fascistes, tout d'un coup, quand ils se sont repoussés, ils sont moins à l'aise. Et puis finalement, on finit par les faire des guerres pires et les sortir totalement des gilets jaunes. Ça a été une réelle victoire antifasciste, mais qui n'était pas simple. Et là, pour le coup, j'en veux à nos organisations militantes, enfin nos organisations politiques, c'est que d'une part, on a mis autant de temps à rejoindre ce mouvement politique qui a été pas du tout de base totalement acquis aux fascistes. Il y avait des réelles revendications sociales, etc. Et preuve en est, c'est qu'à la fin, on a gagné et sur le terrain idéologique et sur le terrain pratique dans les manifestations. On a eu une double victoire. Donc déjà, il y a eu un mépris total de la part de nos organisations parce que ça sortait pas de leurs organisations. Ah, c'était forcément des néo-fascistes en puissance. C'était beaucoup plus complexe que ça, et preuve en est.
Et après, la deuxième chose, j'en veux à notre camp, c'est la non prise en compte de la question de l'autodéfense. C'est-à-dire que si nous, on n'était pas intervenus sur ces questions de l'autodéfense, on était morts. On n'aurait pas pu exister dans ce moment-là, en tout cas dans les manifestations. Mais réellement, nous, on est monté plusieurs fois à Paris avec d'autres camarades antifascistes, pas que de la jeune garde. Et heureusement qu'on a réussi à faire des sacrées mobilisations, sinon on était cuits. On était vraiment cuits. Donc il y a vraiment cette question de l'autodéfense qu'il va falloir qu'on reconsidère au sein de nos organisations, de comment se défendre face aux fascistes lorsqu'ils tentent d'attaquer nos mouvements, etc. Et les repousser tout simplement. Donc ça, c'était un gros aveu, en tout cas de notre camp, qui à l'époque, on avait connu la LCR et plein d'autres organisations qui avaient des services d'ordre de fous furieux, et les fascistes n'auraient même pas osé pointer le bout de leur nez. Là, moi, quand j'ai vu le cortège du NPA se faire attaquer de la sorte, pour celles et ceux qui se souviennent des images, c'est pas possible, quoi. On savait même plus tenir une ligne face aux fascistes, c'était on se tient par les bras et on subit. Ouais, mais en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Enfin bref, je vais pas revenir dans les détails, tout ça pour dire que le mouvement des Gilets jaunes est très structurant dans la période. Et oui, je te rejoins, ça va arriver à nouveau dans la période. C'est certains des mouvements sociaux où c'est bizarre, parce que l'extrême droite, oui, elle s'infile de partout. Donc ça va être des mouvements sociaux qui peuvent être bizarres, mais nous, on a intérêt, encore une fois, à tenir la ligne, et sur tous les aspects, et d'un point de vue pratique sur le terrain, et d'un point de vue idéologique. Béatrice, donc. Par rapport à ce qui vient d'être dit, là, et le fait qu'il y ait eu des infiltrations fascistes dans ces mouvements, le fait que les syndicats soient devenus inexistants, quasiment, en France, est-ce que ça n'a pas joué sur cette dérive d'extrême droite, qui est plus, en fait, oui, les syndicats, avant, le peuple, il était dans les syndicats, et naturellement, c'était de gauche, quoi. Alors que maintenant, il n'y a plus personne les gens qui sont abandonnés, les seules organisations en dehors des partis, c'est les fachos. Il n'y a plus d'autres organisations pour les prendre en charge. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'est plus un appel à revenir sur ce que tu as dit précédemment, notamment sur... Tu as dit que tu avais des échos de Turquie, parce que justement là-bas, il y a beaucoup de luttes antifascistes. Si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, de ce qu'on t'a raconté, ce serait avec plaisir. Il y a eu un fait médiatique très récent au Royaume-Uni où deux jeunes femmes militantes écolo viennent de prendre 2 ans de prison pour avoir lancé de la soupe sur une vitre. Et ça fait suite à un autre fait de cet été où je crois qu'il y a 4 personnes qui ont pris 4 ans, elles, pour avoir planifié, et seulement planifié, de bloquer une autoroute. Et du coup, il y a une répression de zinzin de la part de cette bourgeoisie radicalisée via ce bras armé légitime qu'est la justice. Et comment on résiste à ça aujourd'hui ? Juste pour préciser, je travaille dans le même bureau de ces gens qui sont fait arrêter là, à Just Stop Oil, c'est une association jumelle. Oui, donc c'est un peu des stratégies différentes, donc un peu dans la non-violence. Et ouais, qu'est-ce que tu penses de ces groupes aussi en général, quoi, en addition de la question de Nicolas? Je ne pense pas que je t'ai posé cette question la dernière fois qu'on a parlé, mais dans les dernières semaines, j'ai posé cette question à Nathalie Oziol et Jérôme Legavre, parce qu'ils n'ont pas me donné une réponse satisfactoire. C'est... Après, Manuel Bompard a publié son blog sur le 4e bloc et cette théorie d'activer les abstentionnistes. Ça me semble que c'est peut-être une stratégie possible pour gagner une élection. Mais j'ai l'impression que la France insoumise a un problème dans la ruralité. Et personne ne m'a donné une réponse satisfactoire sur cette question. Ophélie, qui est ici, par exemple, habite dans un endroit où tout le monde connaît le candidat RN, mais personne ne connaît le candidat NFP. Est-ce qu'il y a une stratégie pour combattre ce problème-là? Et aussi, c'est lié. Je parle avec beaucoup de militants de la France Insoumise et ils disent que la France Insoumise veut devenir une parti de masse comme l'ancien Parti communiste français. Comment vous allez faire ça? Tac. Sur la question du syndicalisme, attention, il ne faut pas imaginer que ça y est, le syndicalisme en France est mort. Loin de là. Il y a notamment la dernière mobilisation contre la réforme des retraites, elle était gigantesque. En fait, c'est des mobilisations peut-être qu'on n'a jamais eues en termes aussi numériques
que ce soit dans la rue, en termes de grève, c'était aussi très solide. Alors oui, on est frustré parce que c'est sûr, on n'obtient pas de victoire et c'est la plus grosse... c'est le truc le plus démobilisateur dans notre camp, c'est de ne pas obtenir de victoire en réalité. C'est ce pourquoi ils essayent de rien lâcher jusqu'au bout. On sent à chaque fois qu'on est sur un fil, on sent que la bourgeoisie pourrait lâcher, mais à chaque fois il nous manque ce petit truc. Je pense que typiquement un mouvement gilet jaune mixé à une grève générale tech réforme des retraites, là ça pourrait un peu plus céder en face. Voilà. Mais on va y arriver, il n'y a pas de problème. On fait des expériences et à la fin on finira par y arriver. En tout cas, voilà, faut pas imaginer que ça y est, c'est la défaite du syndicalisme, mais surtout, et je mets une note sur le fait qu'il y a des luttes de partout en France en réalité. En ce moment, je dis en France parce que je connais mieux la situation, mais je sais de partout, il y a des camarades qui reviennent des États-Unis, c'est pareil. Il n'y a jamais eu autant de luttes syndicales aux États-Unis qu'aujourd'hui, en tout cas ces 10, 20, 30 dernières années. Donc surtout, pas baisser les bras aussi de ce point de vue-là. Il y a des luttes un peu locales partout. Ce qui manque encore, c'est ce cocktail explosif qui fait qu'on réobtient des victoires. Voilà. Après, moi, c'est certain que je trouve qu'il y a un peu des manques sur la question syndicale, notamment l'histoire du mouvement ouvrier, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, s'est toujours positionné sur les questions notamment internationalistes, antiracistes dans son histoire. Et ça a été même parmi les plus grosses mobilisations du mouvement ouvrier. C'est cette question-là de l'anti-guerre. Je sais qu'on a des camarades à Gênes, c'est un collectif autonome de travailleurs du port de Gênes, des dockers, qui avait lancé un mouvement contre l'envoi d'armes au Yémen, c'était à l'époque. Et ensuite, tous les ports ont suivi. Livourne, Marseille, etc. Mais c'était une victoire magnifique. Et dans notre camp, on avait l'impression que c'était secondaire. Mais c'est une dinguerie. On a empêché la livraison d'armes de la part de nos propres États impérialistes parce qu'il y a eu des mobilisations de dockers, syndicalistes et plus généralement de travailleurs et travailleuses dans les ports pour dire non, en fait, on n'envoie pas des armes pour aller massacrer un peuple. Et là, ça devrait faire tilt un peu sur la question de la Palestine et toutes les autres guerres en cours, notamment coloniales. Donc je pense qu'au cœur des syndicats, il y a une réelle bataille à mener. Je sais qu'il y a des camarades qui le font, mais il faudrait qu'elles soient encore plus prégnantes. De luttes internationalistes qui doivent revenir au cœur de notre projet, en tant qu'unité des travailleurs et des travailleuses dans le monde entier, en prenant la question de l'antiracisme au cœur de ce projet-là, avec les différences qui peuvent exister au sein de cette même classe de travailleurs et travailleuses, et évidemment la question antifasciste. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des camarades qui travaillent cette question-là, mais je pense que si le syndicalisme peut redevenir encore plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui, devra passer forcément par ces questions. Sur la question de la Turquie, alors en fait, c'est des camarades qui sont issus d'organisations révolutionnaires turques, notamment de minorités turques, mais pas que, mais kurdes, mais pas que, alevis, bref, diverses minorités qui vivent en Turquie. Mais aussi, surtout, en fait, il y a une lutte en particulier, c'est plus en Syrie, dans le nord de la Syrie avec le Rojava. Pour celles et ceux, je ne sais pas si tout le monde connaît ce qui s'est passé au Rojava. Le Rojava, c'est une expérience révolutionnaire dans le nord de la Syrie, qui sont notamment menées par les communistes kurdes à la base, mais qui ensuite ont réussi à agréger d'autres formes de lutte et avec d'autres peuples en lutte, notamment évidemment les Arabes qui sont majoritaires dans ces régions-là, les Yézidis, et ils ont lancé ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire que toutes les minorités ethniques et religieuses sont représentées. Il y en a 38, il me semble, qui sont représentées au Parlement au Rojava. Et surtout, la folie de ce truc-là, c'est que ça évolue dans un moment où il y a Daesh qui grossit de plus en plus dans le nord de la Syrie et qui commence à massacrer village par village. Et il y a la résistance, notamment à Kobané, c'est la première ville où les Kurdes arrivent à résister, notamment les femmes, parce que c'est un mouvement féministe, arrivent à faire reculer Daesh. C'est une victoire immense. Et puis des camarades antifascistes, notamment de la Jeune Garde, sont partis là-bas combattre en Syrie. Bon, alors là, vous pouvez avoir de la fichesse. Hein. Et là-bas, sur place en Syrie, mais pour nous, c'est une expérience magnifique. Et encore une fois, ça a été minoré dans nos organisations politiques. Nous, on est là, pas pour mépriser, mais 1917, patati, patata, mai 68, wow, génial. Ouais, mais en fait, au même moment, sur le globe, là, il y avait une révolution féministe, mais radicale, avec des avancées que nous, on n'a pas. Hein. Genre, les femmes, là-bas, sur le front, on est en pleine période de guerre. Hein. C'est quand même... c'est pas là que les idées progressistes se développent le plus. Les hommes ont interdiction de donner des ordres à des femmes, tant que la commandante n'a pas dit « oui, allez, tu peux donner un ordre ». C'est quand même une dinguerie. Et même sur le front, parce qu'il y a quand même des tâches. Sur le front, c'est pas que boum 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 comme dans les Hollywood. Hein. Il y a des moments où tu fais de la cuisine ou machin, où tu te prépares. Des fois, pendant 3 mois, tu combats pas. Pareil, les femmes sont interdites de faire le ménage, la vaisselle, à manger. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis que ça vient de là. Il y a là aussi une question de la discipline qui vient beaucoup de ce milieu-là. Et ça pour dire, pour nous, ça a été un rayon de soleil, j'ai envie de dire, dans ce carnage qui est la société aujourd'hui. C'est de se dire, nous, des fois, on se dit, quand même, c'est dur en ce moment et tout. Wesh, là-bas, ils sont face à Daesh.
Ils sont face à Daesh et ils se font bombarder par des États impérialistes, Turquie, machin, Russie au milieu, les États-Unis au milieu. Alors à un moment, ils les ont un peu aidés parce qu'il y avait cette espèce de truc de semblant devant les caméras contre Daesh. Mais on sait très bien qu'après, ils les ont réabandonnés face au bombardement de la Turquie. Bref, ça pour dire qu'encore une fois, on s'est dit, si les camarades là-bas arrivent à consolider un mouvement tel que celui-ci, un mouvement réellement révolutionnaire, pas juste des organisations qui, ouais, on est révolutionnaire. Non, ils sont en train de construire ça. Au milieu du carnage que c'était des guerres impérialistes et du mouvement fasciste qui était Daesh, qui était en train de commettre des horreurs partout, on s'est dit, ah ouais, mais là, on n'a pas le droit d'abandonner. Et oui, effectivement, on a beaucoup puisé aussi de ces choses-là. Alors évidemment, chaque situation a sa situation. Vous vous doutez bien qu'on ne milite pas de la même façon en France que ce qui se passait là-bas. Mais en tout cas, dans la méthodologie, dans la conception des choses, etc., dans le renouvellement des questions antiracistes, de la prise en compte de ces questions-là, des questions féministes, écologiques aussi, au milieu d'une guerre. C'est pas facile de penser écologie. Hein. En plus, là où tout le monde se fait la guerre pour avoir du pétrole. Bon, c'est chaud. Et ben, ils ont quand même pensé ça. Et ils ont notamment fermé des puits de pétrole pour éviter que tac tac tac, il y en a qui viennent. Enfin bref, pas refaire tout le processus. Tout ça pour dire que c'était. Moi, je vous incite, camarades, à aller vous renseigner sur ce qui s'est passé au Rojava, dans la Syrie. C'est magnifique dans la période et ça doit être. Je dis pas que tout est bon. Évidemment, dans chaque processus révolutionnaire, il y a des choses pas bonnes, il y a des choses bonnes. Mais en tout cas, c'est un véritable processus intéressant et qui nous a fait beaucoup de bien et dont on s'est beaucoup inspiré. Alors du coup, sur ta question. Wow, j'ai la lourde responsabilité là, de mieux répondre que Manuel Bompard, Nathalie Oziol. Mais la question est bien tournée. Non, sur cette question des villes et des campagnes. J'en ai déjà un peu parlé dans le truc. Je veux qu'on sorte de cette vision-là de la France. On n'est pas dans un truc de il y a des villes et il y a des campagnes. Oui, on peut, dans un schéma politique, se faire comme ça des comment dire, des coupures et des séquences. Mais il ne faut pas que ça devienne un modèle politique que se dire il y a une société totalement différente dans les villes et dans les campagnes. Déjà parce que ça ne veut rien dire. À partir de où elle commence la ruralité ? Du nombre d'habitants, on ne sait pas trop. À partir de quel stade il commence ? À partir de quel stade on commence à être dans une ville, etc. C'est assez complexe. Et en réalité, surtout sur le vote RN, là où on se met dans l'œil, c'est qu'on nous vend un peu le récit comme si dans les campagnes les plus profondes, c'est là où ça vote à mort RN. Et puis là où ça vote le plus, c'est dans les villes. Alors oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. Mais surtout, là où ça vote le plus RN, c'est pas tant dans les campagnes hyper profondes, qui est finalement, il y a des résultats électoraux beaucoup plus nuancés. Alors oui, le RN fait des gros scores là-bas, faut pas se mentir, mais c'est beaucoup plus nuancé. Et ce qui gagne le plus dans ces zones-là, ça reste quand même l'abstention. Mais là où ça vote le plus RN, c'est dans les zones périurbaines. C'est des zones pavillonnaires où il y a une partie de la population qui a accédé à des petites propriétés, notamment des zones pavillonnaires, et qui ont peur d'être déclassés, parce qu'aujourd'hui c'est la crise politique, sociale, je ne vais pas refaire tout le topo, qui ont peur d'être déclassés, et leur seule survie, c'est non pas de s'attaquer au système capitaliste comme issue, se dire en fait notre problème c'est bien ce qui vient dessus, c'est-à-dire c'est les populations qui sont encore plus précaires, c'est les populations qui vivent notamment en quartier populaire, et notamment avec ce biais raciste, parce que économie et racisme, il ne faut surtout pas les décorréler, c'est des choses qui sont liées, parce que lorsque l'électorat, la personne va voter RN, elle vote aussi d'un point de vue raciste et aussi d'un point de vue économique. Et pour elle, c'est des choses qui sont liées. C'est les Arabes et les Noirs, en gros, qui viennent évoler le travail et prendre l'argent qui déjà qui a pas assez, les allocs, enfin bref, vous connaissez tout le discours. Et donc nous, on a un intérêt à sortir de cette vision-là. Et je pense qu'une des meilleures façons de sortir de cette vision-là, c'est tout simplement de défendre le programme qu'on est en train de mettre en place. L'idée, par exemple, de lutter pour le service public partout, et dans les zones rurales, et dans les quartiers populaires, partout, en fait. On ne fait pas de distinction de savoir quelle est la couleur de peau ou la religion supposée des personnes. On veut le service public partout. Et je pense que ça sera notamment un des résultats concrets sur le RN, parce que tous les sociologues le disent, là où ça vote le plus RN, c'est aussi des zones où le service public a disparu. Là où il y a moins de zones de rencontres sociales, etc., là où les gens sont plus isolés. Encore une fois, dans ces zones pavillonnaires où chacun a voulu trouver son petit confort, un peu au système libéral en réalité, hein, qui a voulu que chacun se sente dans sa fausse sécurité, etc., derrière son petit portail. Et c'est finalement dans ces zones-là où ça vote le plus sereine. Donc nous, on a un intérêt à reconstruire des ponts sociaux, j'ai envie de dire, de solidarité partout. Et ça passe aussi par un programme du service public. Je ne sais pas si ça a un peu répondu au truc ou pas. Qui vise à la vie urbaine. C'est pas comme Ruffin a dit une façon de parler à une ethnicité ou telle ethnicité, mais j'ai l'impression que la France insoumise parle d'une façon qui touche les gens dans les endroits urbains, mais pas et non pas le discours pour parler à ceux qui a besoin de la voiture, a besoin de donc, l'exemple que je vais donner, c'est que j'ai parlé, je suis journaliste, j'ai parlé avec plusieurs militants RN après l'élection.
et ils ont dit qu'ils pensaient que leur idée de l'écologie punitive était aussi importante pour eux dans cette élection que l'immigration. Donc clairement, ils ont activé une vote raciste. Absolument. Mais aussi, ils ont activé une vote qui est perturbée par les trucs qui ont activé les Gilets jaunes, qui ont le politique écologiste et le politique de la France insoumise. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie pour parler avec des gens dans la ruralité, dans les petites villes, pour combattre cette avance de l'extrême droite? Juste pour revenir sur cet exemple d'écologie punitive, moi je trouve que la France insoumise y répond pas mal. Justement, on n'est pas pour ça. On est pour le blocage des prix de l'essence. En fait, on est pour d'un côté accompagner des programmes écologiques, mais surtout pas que ce soit les pauvres qui en subissent les pleins pots. Et notamment les gens qui ont besoin de se déplacer en voiture, etc. pour l'instant, pendant que la transition écologique n'est pas faite. Donc je pense que de ce point de vue-là, le programme de la France insoumise, à proprement parler, n'est pas à remettre en question. En tout cas, il y a des choses qui pourraient être évoluées peut-être. En tout cas, c'est pas le plus frappant de ce point de vue-là. On peut pas trop nous attaquer sur la question de programme. Par contre, tu as pointé un truc et que je pense que c'est réel, c'est la question de la représentativité. Comme à un moment pour parler aux jeunes, on a besoin de jeunes. Comme pour parler aux personnes racisées, on a besoin de personnes racisées. Comme pour parler aux femmes, il y a besoin de femmes. C'est intrinsèque, c'est comme ça, on se reconnaît aussi dans celles et ceux qui nous ressemblent. Un peu de la même façon, je pense, sur la question rurale. Au bout d'un moment, moi personnellement, je viens de l'urbanité. Je vais pas aller donner des leçons à des gens qui sont en train de mener des luttes aux agriculteurs ou je ne sais quoi. Je peux avoir mon avis dessus, je peux échanger, je peux débattre, mais je vais pas leur dire exactement comment quoi faire, etc. Je pense que c'est un peu la même chose. On a notamment une députée qui vient du milieu ouvrier agricole, voilà, sur lesquels on peut s'appuyer. D'ailleurs, ça a été fait par la France insoumise au sein du mouvement des agriculteurs. Je pense qu'on a un intérêt, encore une fois, à développer ce genre de truc et que dans chaque localité, les gens fassent un peu comme bon leur semble, quoi. Si dans une localité, ils pensent que certains Parisiens de la France insoumise parlent pas tout à fait très bien de ces trucs-là, que eux-mêmes se battent et amènent ça sur le plateau jusqu'au siège de la France insoumise pour dire voilà comment on lutte et voilà comment on veut que se passent les choses. Voilà. Ça, c'est des choses évidemment que chaque secteur doit mobiliser. Je me suis permise de prendre le micro pour rebondir parce que je pense que ta question, c'était aussi sur la question du discours, c'est-à-dire comment est-ce que LFI parle, comment les représentants de LFI parlent. Et je pense qu'il y a, dans cette question, il y a la responsabilité de LFI là-dessus, et l'exemple d'avoir plus de personnes qui représentent plusieurs champs de la société, c'est la bonne façon, et des personnes qui connaissent ces luttes-là. Mais il y a aussi un piège dans lequel LFI est, et je sais qu'on a beaucoup parlé d'eux, mais parce que les médias dominants les ont mis dedans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de la place pour parler d'autres choses. En fait, quand LFI vient, il faut d'abord se justifier d'être contre un génocide pendant 45 minutes. Et une fois que tu as réussi à placer 3 mots sur le fait que c'était pas bien de tuer des enfants, on te parle de ta fichette. Enfin, il y a un truc où... parce que ça, le truc, c'est que LFI, vous le savez, il y a des programmes complets, il y a des fiches, il y a des gens qui bossent sur le contenu, comme je pense peu de partis le font. Il y en a qui le font. Mais voilà, je pense qu'on bosse beaucoup plus que les macronistes en termes de contenu. Mais le problème, enfin je dis ça, je suis même pas membre LFI, je suis juste sympathisante. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'on a l'occasion, par exemple cette députée dont tu parles, honnêtement, je sais même pas son nom. Et quand est-ce que les médias donnent la place à LFI sur un peu plusieurs sujets, et plutôt que d'être toujours dans qu'est-ce qu'a dit Delogu hier, qu'est-ce qu'a dit Boyard hier, et Rima Hassan a la mission Kéfier, il est rouge. Enfin, tu vois, et ça c'est un peu problématique. Après, on a d'autres façon de convaincre les gens que les médias, que BFM et CNews, tu vois. Et quand tu étais venu ici et que tu avais fait ton live sur BFM quand tu étais à Walthamstow, c'était bien parce que du coup ça permettait d'avoir un discours sur ces chaînes-là. Mais c'est pas le cas pour beaucoup d'autres sujets. Ils vont pas penser à LFI quand ils pensent ouvrier agricole. Et du coup, il y a ça aussi qui, tu vois, il y a des, enfin bref, voilà. C'était pas pour moi la question, mais. Juste, est-ce qu'on a répondu à la question de Nicolas sur Oui, sur la question de la répression, en fait, de façon générale, bon, j'avais déjà donné un peu des éléments. Après, précisément sur là, les militants écologistes ou les militantes écologistes qui ont été emprisonnés, si j'ai bien compris, ils ont pris de la prison là pour le GIE. Bon, évidemment, c'est une dinguerie. Évidemment, il faut lutter contre. Moi, je suis un peu une quiche en tout ce qui est anti-répression, etc. C'était pas du tout la lutte dans laquelle j'étais le plus engagé. Je sais qu'il y a des camarades qui le sont bien mieux que moi. Après, encore une fois, moi je maintiens le fait c'est qu'il faut pas lâcher, quoi. Et notamment sur cette question écologique qui va être centrale dans la construction des futurs mouvements, parce que tu m'as aussi un peu posé ça comme question. Qu'est-ce que tu penses de ces mouvements-là? L'écologie va être centrale dans la reconstruction d'un mouvement, parce qu'en fait, l'écologie, elle permet plein de choses. Elle permet déjà de remettre en question ce système économique et social. C'est-à-dire que le capitalisme qui veut produire à outrance et le profit à outrance, il y a des limites qui s'appellent la nature.
qui font qu'au bout d'un moment, c'est ce qui montre que ce système est irrationnel. La deuxième question, c'est la question internationaliste. On ne peut être écologiste sans être internationaliste. Parce que tu peux sauver... Parce que là, il faut bien se préparer aussi à une chose. Hein. L'extrême droite va aller à fond sur la question écolo. Pour l'instant, ça reste minoritaire parce qu'encore une fois, dans cette idée de renaissance de la nation, etc., ils se calquent sur le modèle industriel des précédentes années. C'est ce qui représente le mieux la France, le mieux l'Occident, etc. Mais petit à petit, lorsque ça va être trop frontal, la réalité écologique, ils vont devoir se positionner. Ils le font déjà. Il y a déjà des groupuscules fascistes qui se revendiquent écolo. Mais je vous le dis, hein, préparez-vous dans les prochaines années. Normal, vous allez avoir des jeunes d'extrême droite qui vont vous dire « Mais nous, on a toujours été écolo, les autres, c'est des faux. » Mais normal, hein, ils vont vous le faire sans pression. Il faut bien se dire, eux, ils oseront. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc nous, il va falloir qu'on se prépare à ça et surtout ramener l'idée que, parce qu'on les connaît, la chanson, ça va être nous on veut protéger notre belle France au niveau écologique et on sent bien les discours aussi racistes, donc il faut bien fermer les frontières. Bon, ok. Juste à rappeler que même si tu fais un no man's land super écolo en France, bah en fait la nature, elle ne respecte pas les frontières. La nature, elle s'en fout de la question des frontières. C'est des inventions humaines. Et donc, s'il y a carnage sur tout le reste de la planète, mais qu'en France, ça devient une terre écolo, bah en fait, ça ne va rien de tout devenir une terre écolo, elle va juste prendre tarif comme l'ensemble de la planète. Donc, on a un intérêt à construire un projet internationaliste. Voilà pourquoi est-ce qu'on a intérêt, encore une fois, à préserver les mouvements écologistes et à lutter aussi contre la répression. Je sais pas, par exemple ici, des fois, ils se disent, au lieu d'organiser une manif et que tu te dis les gens vont venir, vont pas venir, bah, des fois, voilà, ils vont... faire une action un peu choc. Voilà, il y a le jet de soupe de ma pote Phoebe là, où il y a mettre de la peinture à la conférence du Labour. Ils ont mis, il y avait marqué welcome, ils ont marqué genocide welcome juste au-dessus. Il y a des trucs des fois à choc où c'est d'autres manières de lutte. Mais est-ce que tu penses que nous on peut prendre est-ce que de toi ce que tu as vu dans les soulèvements de la terre en termes purement de méthode et en termes voilà riposte alimentaire, dernière rénovation, est-ce qu'il y a des trucs que toi tu penses que tu peux incorporer dans les groupes antifascistes et est-ce que, je sais pas, tu as eu des discussions avec eux, voilà. Oh, vous voulez que j'ai une quatrième fichesse part sur les modes d'action. Non, c'est en rigolant, mais oui, effectivement, il y a une volonté de la part de l'État d'étouffer ces... Il y a eu la phrase de Darmanin, là, les éco-terroristes. Oh, c'était une folie ça aussi. Ils sont vraiment à un niveau de ouf, ce qui montre bien qu'encore une fois ces mouvements sont intéressants parce qu'ils dénoncent et parce qu'ils mettent en pratique. Après effectivement, ce qu'on a pu observer dans les mouvements écologistes, comme il y en a eu d'autres dans d'autres mouvements, c'est un renouvellement des pratiques et des méthodes d'action. Et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes là-dedans aussi, parce que c'est des mouvements jeunes et il y a beaucoup de primants militants et militantes dans ces mouvements-là. C'est ce qu'on a vu à Youth for Climate, mais là tu citais les soulèvements de la terre, etc. Et c'est finalement, moi je pense, c'est ce qui est le plus intéressant. Les gilets jaunes, il y a eu des méthodes d'action, tenir à un rond-point et parler politique pendant des heures et des heures. Qui, là, autour de la table, aurait dit vas-y, on va faire ça, ça c'est la bonne idée. Mais personne, parce que ça ne nous serait même pas venu à l'esprit. C'est justement l'importance des mouvements sociaux et dont là le mouvement écologiste que tu cites. Moi je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à apprendre de ces mouvements-là. Pour être très honnête, moi j'ai jamais participé à ces mouvements-là et j'ai du mal à comprendre exactement ce qui se passe, etc. De ce que j'en ai observé par contre, ce qu'on a trouvé nous d'intéressant avec la Jeune Garde vis-à-vis des soulèvements de la terre, c'est qu'il y a eu un peu la même volonté que la Jeune Garde de se dire il faut surtout pas que l'écologie soit quelque chose de minoritaire. Et donc on a un intérêt à construire même les éléments les plus radicaux avec des éléments qui peuvent paraître plus mous, mais qui à un moment donné vont avoir leur part dans la lutte, que ce soit des partis politiques ou d'autres associations un peu plus molles sur certains modes d'action, etc. Il y a eu cette volonté-là dans les soulèvements de la terre et c'est ce qui pour moi a participé aussi en partie à de belles mobilisations, de grosses mobilisations sous toute sa pluralité, sous toutes ses formes d'action. Donc là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à jouer dans la période et ça rejoint un peu ce qui se passe avec la France Insoumise. Quand Jean-Luc Mélenchon il dit l'union populaire, c'est pas seulement un slogan sur des jolis drapeaux, c'est pour dire qu'il faut effectivement une union populaire de tous les mouvements en cours, et électoraux, et sociaux, et écologistes, et féministes, et antiracistes, et ce que vous voulez. Il faut cette union, et à la base, le plus important, c'est que c'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit que ça se met en place. Le plus important, c'est que ça se structure à la base. C'est qu'on n'a pas attendu que des dirigeants et des dirigeantes politiques nous disent quoi faire. C'est que nous-mêmes, à la base, on a compris la nécessité de s'unir, encore une fois, sur ces trucs-là. Donc voilà, après, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. J'ai essayé de faire du global, mais voilà. Bonjour Gladys, vous m'entendez ? C'était pour rebondir sur la ruralité. Moi, il y a un point que je discute avec des islamophobes et des gens qui votent RN. Et moi, ce qui manque, c'est des rassurés sur la créolisation. Je sais que Jean-Luc Mélenchon, on parle de ça. Et plus d'élaborer, de leur rassurer que ça va bien se passer.
et qu'il manque un peu de communication et d'action à ce niveau-là, de rassurer un petit peu tout le monde, de voir le modèle anglais, comment on travaille ensemble entre musulmans, LGBT, juifs, dans les mêmes écoles, et ça se passe très bien. Et qu'il y aurait un besoin de pousser, de mettre la lumière sur cette communication et de rassurer cet électorat. Je voulais juste, à chaque fois je reprends le micro, je suis désolée, mais juste pour revenir sur ce que tu dis Gladys, et ça s'est notamment vu en Angleterre dans la mobilisation sur la Palestine. Si les manifs elles ont été aussi gigantesques, c'est parce qu'au sein de l'organisation entre les mouvements, tout le monde était mobilisé ensemble. C'est-à-dire des mouvements identifiés comme étant des mouvements religieux, musulmans, etc. Le bloc queer, évidemment le bloc des juifs et juifs qui était chaque semaine encore plus grand. Et il y avait une sorte de cohésion de plusieurs mouvements qui, la voyant comme une Française en Angleterre, vu que bien sûr j'allais à toutes ces manifs, je me disais mais waouh quoi. Il y a un niveau de... Après, il ne faut pas tout idéaliser, mais il y a en tout cas, comme tu dis, ça travaille ensemble, quoi. Donc, les rassurer. Ah. Bruno, peut-être. Il s'appelle Bruno ? C'est la 4e richesse. Ouais, je me permets juste de rebondir sur la question de la ruralité. Je trouve qu'il y en a une à France Insoumise qui est géniale, mais aussi parce que sa circonscription, je pense qu'elle doit faire avec tout, c'est Alma Dufour. Moi, j'ai participé à une réunion de jardin, parce que mes beaux-parents, c'est leur député de circonscription, donc je les ai aidés à organiser dans leur bled une réunion avec Alma Dufour et d'inviter tous leurs voisins qui, pour beaucoup, je pense, au regard des questions, votaient RN. Et je la trouvais incroyable, mais notamment sur cette question de la dignité. Je trouve que c'est un élément qui rassemble tellement de gens, et notamment sur effectivement les quartiers populaires, les travailleurs, etc., mais aussi dans les campagnes, le rapport à la santé, l'éducation. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faudrait vachement tisser, et il y a des députés qui y arrivent, et qui arrivent aussi dans la construction de leur mandat. Alma Dufour, c'était absolument pas dit qu'elle allait gagner sur en Seine-Maritime. Ça a été terrible pour le Rassemblement national. Et elle a réussi à tisser quelque chose dans sa circonscription, à faire des partenariats aussi avec les maires des bleds qui sont dits apolitiques, parce que c'est souvent le cas quand c'est apolitique, c'est souvent il y a un loup. Mais voilà. Mais en tout cas, elle a eu cette intelligence aussi de vouloir nouer les liens qu'il fallait nouer, et elle a réussi. Je pense qu'il y a quand même certains députés qui ont des circonscriptions très industrielles et aussi très rurales, qui ont fait ce taf-là et qui ont réussi. Donc je pense du coup que c'est possible. Voilà. Ouais, sur cette question de rassurer, en fait, plus que vouloir rassurer l'électorat RN, parce que le but c'est pas de cajoler pour cajoler, etc. Juste plutôt, effectivement, on a une volonté de débunkage un peu de toutes les pensées racistes en réalité, c'est ça. Un vrai combat antiraciste, il peut se faire par plein de façons. Je pense qu'aussi une des façons, c'est de visibiliser tout ce qui se passe dans les quartiers populaires, par exemple. C'est un truc très bête. Je sais que Louis Boyard, on a pas mal parlé là, ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il y a un truc très bête, mais en fait, personne ne sait ce qui s'y passe véritablement dans ces quartiers populaires, en dehors de CNews, BFM, etc. En tout cas, pour les personnes qui n'y habitent pas, il y a énormément de fantasmes, et ne serait-ce que visibiliser, là c'est le rôle, je pense, des médias indépendants, de nous aussi en tant qu'acteurs politiques, à faire visibiliser des luttes en cours, des actions en cours, etc., pour sortir de tous ces fantasmes. Mais c'est un vrai travail. Et peut-être là aussi, ça participe à rassurer. Et je je redis ce que j'ai dit durant tout le truc, mais aussi de ne pas lâcher sur la ligne politique. Pour moi, c'est aussi rassurer. Je vous avoue que quelqu'un qui va y aller mollement, il va toquer chez quelqu'un, il se rend compte que c'est quelqu'un de RN. Ouais, mais nous, t'inquiète, on n'est pas vraiment, par exemple, comme eux, sur l'antiracisme, machin. On est un peu... pas trop antiraciste par exemple. Bon, ils le disent pas comme ça, vous avez compris l'idée. Peut-être le gars du RN va faire ah bah vous êtes bien. Alors oui, parce que l'autre vous êtes bien. Ouais, mais en fait il a refermé la porte. Il va pas changer son vote d'une part, parce qu'on voit bien que tous les gens qui racontent ça, au contraire, ça chute. Voilà, d'une part il va pas voter son vote. RIP Roussel. J'ai cité personne, vous remarquerez. Et d'autre part. Et d'autre part, en plus de ça, on n'a pas avancé sur les idées. Et moi, je pense que d'arriver fermement, je suis persuadé, encore une fois, moi, je ne peux pas faire d'analyse politique de ce qui s'est passé à Avignon, mais d'arriver fermement en disant, ouais, nous, on est antiraciste et on est fiers de l'être. Voilà tout ce qu'on défend. On est digne, encore une fois, cette histoire un peu de fermeté. Mais ça rassure les gens.
Si on commence à y aller mollement à chaque, encore une fois, polémique, Médine et tout, bah ouais, ils se disent, ah, il y a un truc bizarre, eux, ils sont bizarres. À chaque fois qu'on vient les traiter d'antisémites, ils sont, non, vous inquiétez pas, peut-être que. Non, frère, t'es sérieux ou quoi? Toi, t'as jamais été antiraciste de ta vie, t'as traîné avec des antisémites toute ta vie et tu viens me donner des leçons sur l'antiracisme et notamment de lutte contre l'antisémitisme. Mais t'es un ouf ou quoi? Et si on arrive comme ça, moi je peux vous assurer que ça va rassurer plein de gens. Et à chaque fois qu'on va commencer à trembler, bah là, je pense au contraire que ça les fait reculer et ils se disent, ah, il y a un truc bizarre avec eux. Ils sont chelous quand même. Non, nous on est fiers de ce qu'on est, on est fiers de ce qu'on défend. Et petit à petit comme ça aussi, ça va rassurer les gens. Là, je suis désolé, à chaque fois je reparle là-dessus. Mais c'est important de le dire parce que qu'est-ce que ça m'énerve là quand ils sont mous. Bref. Sur la laïcité. Non, mais en vrai, on le dit souvent, la France, c'est quand même quelque chose de très particulier dans son histoire politique, parce que aussi, on évoluait dans une situation, notamment au moment de la Révolution française et après tous les mouvements qu'il y a pu avoir d'émancipation, etc. Il y avait une confrontation directe avec les institutions religieuses, qui était aussi qui émanait directement du pouvoir. C'était totalement lié. Et du coup, il y a cette histoire un peu politique en France, du coup, de fortes confrontations de la part des mouvements émancipateurs, de fortes confrontations aussi avec les institutions religieuses. Mais du coup, c'en est devenu un truc un peu, on a l'impression que la laïcité, c'est devenu un truc anti-religion. Mais c'est pas ça à la base. Que dans nos mouvements, il y a des gens qui pensent que la religion soit pas bon, etc., etc. C'est une chose, ça se débat. Chacun pense ce qu'il veut. Mais la laïcité, c'était pas ça. De base, la laïcité, c'était la liberté religieuse. C'était ça l'idée. C'était que aucune religion ne puisse détenir l'État et ne puisse intervenir dans le politique, mais par contre que chacun puisse avoir la liberté de conscience et aussi religieuse. Donc là-dessus, il y a une déformation et surtout raciste. Enfin, encore une fois, les plus grands zinzins de l'espace qui sont en lien avec des intégristes catholiques, etc., tout à coup sont devenus laïcards. Non mais c'est quand même ouf quoi. Bah, notamment les manifs pour tous et compagnie, tous les discours réactionnaires qu'on entendait. Là tout à coup, ouais, quand c'est contre les musulmans, finalement c'est pas mal la laïcité. Parce qu'on sait bien, voilà, encore une fois, toute la dérive que ça a pu avoir. Et le fait est, le biais raciste qui a été utilisé sur cette question de la laïcité. Et là aussi, il y a un combat à mener. Moi notamment, j'ai travaillé à l'éducation nationale. La rentrée de la Baïa, c'était chaud, hein. C'était, je vous le dis, c'était chaud. C'est-à-dire qu'on devenait à surveiller les gamines. C'est un peu particulier quand on a un homme en plus, de faire un haut bas comme ça, bien vérifier comment elles étaient habillées. Bon, vous doutez bien que voilà, on est plein à être pas être tombé dans le piège et à pas être d'accord. Mais oui, effectivement, il y a cette ambiance en France et c'est un biais qui a été utilisé par l'extrême droite et un biais particulier parce qu'on sentait bien qu'à gauche c'était fébrile sur cette question et notamment d'islamophobie. Mais encore une fois, qui sont liés aux logiques coloniales, j'ai pas le temps de beaucoup développer. Mais voilà, donc cette laïcité, encore une fois, est instrumentalisée par les racistes. Encore une fois, il faut être très ferme sur ces questions-là de liberté religieuse. Ça, c'est la noblesse, on va dire, de la laïcité. Et de l'autre côté, par contre, son pendant actuel très mauvais, le biais raciste qui est utilisé et dans lequel il ne faut pas tomber dedans. Moi, j'ai juste une petite question sur le thème des migrants. Pour repartir en France, est-ce que c'est un sujet que vous pourriez essayer peut-être plus de visibiliser? D'une part, dire que c'est des gens très bien, en fait, des gens qui sont pas là pour voler les aides sociales. Là, il y a le thème de l'AME qui repart. On parle de ça actuellement. Et puis aussi dénoncer les exactions qui se passent sur la côte près de Calais. Enfin, la police... c'est de la folie. Et c'est des choses dont on ne parle pas, quoi. Les éventrages de tentes. Comment visibiliser ce sujet pour vraiment... parce que les migrants, ce n'est pas un sujet qui va partir. Donc, c'est là pour rester. Il faut vraiment que ça soit des populations qui doivent être respectées avec dignité, quoi. Si tu peux prendre deux petites questions en plus, il y avait comment se préparer en tant que membre des LFI à devenir député, à prendre cette décision-là, quoi. Par exemple, toi, ça a été quoi ton cheminement là-dessus? Une dernière question, c'est comment faire revivre un internationalisme antifasciste? Est-ce que toi, tu parles avec d'autres groupes? Et est-ce que, par exemple, tu fais des retours d'expérience sur, par exemple, le mariage réformiste révolutionnaire, comme on vient de parler là? Sur la question de l'immigration, effectivement, c'est une question qui est, encore une fois, comme toutes les questions antiracistes à gauche, c'est pas trop à l'aise, quoi. On le sent bien à chaque déclaration, ça va pas. Moi, je pense que le cœur du problème, c'est le suprémacisme blanc. C'est l'idée de dire qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres, ni plus ni moins, et qu'aujourd'hui, on évolue dans des sociétés où il y a des gens qui pensent sincèrement que oui, la vie
d'un Français. Alors on entend derrière en fait un blanc, quoi, un vrai Français. Ce qu'ils disent. Voilà, par exemple l'Ukraine, effectivement, la différencialisation entre l'Ukraine avec ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Palestine, évidemment, c'est s'attaquer au suprémacisme blanc, et par toutes les manières. Il y a cette question-là, et après sur cette question de l'immigration, effectivement, nous on a un combat à mener, déjà parce que d'un point de vue strictement pratique, le fantasme de croire que mettre frontière sur frontière, on en a eu je sais plus combien, quasiment une vingtaine de lois immigration ces dernières années. Là ils veulent nous en refoutre une, ça ne change rien, elles sont de plus en plus dures, de plus en plus violentes. Toutes les études montrent que c'est pas en durcissant les frontières que on stoppe les phénomènes d'immigration, c'est juste qu'il y a plus de morts en fait. Et que c'est des politiques meurtrières, racistes, qu'il faut le dire clairement. Et après, par contre, moi à gauche, je vous avoue qu'il y a un truc qui me dérange. J'étais super content parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent aussi à l'Assemblée. Je pense à Ali Diouara. Notamment, on avait fait une photo, vous savez, sur le banc qui avait buzzé. Alors, des fois, les polémiques, c'est parce qu'on dit des trucs un peu boum, rentre dedans. Là, on n'a rien dit. On était juste en photo. Bah, ça a déclenché une polémique de zinzin. Donc bon, ça en dit long un peu sur la période. Et en discutant avec Ali, j'étais tout à fait d'accord avec lui. Il y avait ce truc un truc qui est un peu gênant à gauche, cette espèce de truc tu sais, l'immigration c'est bien. Les migrants ils sont bien. En fait, la question ne doit pas se poser comme ça. C'est pas que l'immigration elle soit bonne ou pas bonne. On s'en fout qu'elle soit bonne ou pas bonne. C'est pas tant la question. La question, c'est de comprendre déjà pourquoi il y a des mécanismes de migration. Alors après, on peut revenir à de l'anthropologie. Hein. Les mouvements humains ont toujours existé, peu importe la période, le mode de socialisation, etc. Les mouvements humains ont toujours existé, ça c'est ok, très bien. Et dans la situation actuelle, quand même, revenir à la base. Ce qui fait qu'il y a des Noirs et des Arabes sur le territoire français, c'est parce que la France a choisi de coloniser des... Voilà, et Kerry James le dit mieux que moi, a choisi de coloniser des territoires là où ils n'avaient rien à faire. Et je pense qu'une des frousses les plus terribles pour les suprémacistes blancs, parce qu'en fait, ils ont peur, hein, vraiment, ils ont peur des vagues migratoires, des grands remplacements. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont convaincus par l'idée de dire que ça les fait flipper. Mais ils ont peur pourquoi ? Bah, ils font bien avoir peur parce qu'eux ont une telle cruauté quand ils ont débarqué dans ces territoires-là, ont une telle exploitation de ces populations qu'ils ont une frousse atroce que ça leur arrive à leur tour. Tout simplement. Mais parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont mis en place, ils ont créé ce système-là de colonisation. Et effectivement, ils ont une peur atroce que un jour, ça leur arrive. Et donc, nous, on a un intérêt, effectivement, à, d'une part, bien accueillir toutes les personnes qui arrivent sur le territoire français par solidarité, ne serait-ce qu'humaine, et en considérant qu'aussi, on a une part de responsabilité, pas en tant qu'individu, mais en tant que nation, en tant qu'État français, qui continue à participer aussi à des carnages, comme en Palestine, indirectement, certes, notamment en soutenant le gouvernement israélien, qui bombarde aussi maintenant le Liban et aussi une partie de la Syrie. Donc on a un intérêt, encore une fois, ne serait-ce que pour ces questions, à accueillir. Et à rien lâcher sur ces thématiques, et à pas trembler, encore une fois, mais ça je l'ai dit assez. Sur cette question de l'international antifasciste, bah, en fait ça n'existe pas vraiment. Comme d'ailleurs l'état de l'internationalisme dans nos mouvements, c'est difficile aussi parce qu'en Occident, on était un peu, bon, les autres vont suivre quoi. Nous, on est un peu les États les plus avancés, et puis les autres mouvements, là, loin dans le monde, ils vont nous suivre. Ouais, mais en fait, ils nous ont pas attendus. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Je parlais du Rojava. Dans Rojava, il y a eu des gens du monde entier qui sont allés combattre au Rojava. Il y avait des Brésiliens, il y avait des gens du Vietnam, il y a des gens du monde entier qui sont allés combattre là-bas dans le nord de la Syrie, aller rejoindre les camarades qui étaient en lutte là-bas. Il y a des ponts de solidarité qui se créent un peu partout, alors certes de façon limitée, mais nous, effectivement, on a un intérêt à remettre un peu d'humilité dans nos mouvements. Ouais, certes, on a eu des avancées, et tant mieux. Peut-être qu'on a été des exemples pendant des années, mais qu'on a encore une fois beaucoup à apprendre des mouvements en cours dans le monde, avec des grèves massives. Je pense aussi en Inde, il y a eu des manifestations, mais qu'on n'a jamais réussi à mener en France, en Chine aussi. On a vu plein de mouvements comme ça qui se sont structurés un peu partout. On a beaucoup à apprendre de ces mouvements-là. Les mouvements féministes aussi en Amérique du Sud, c'était juste fou. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a beaucoup à apprendre de ces mouvements-là, à créer de la solidarité. Et juste après, d'un point de vue très pratique, oui, on va essayer de créer des liens partout. C'est ce qui fait qu'aussi, je me suis rendu en Angleterre, et avec cette idée aussi, demain, on participe notamment à des conférences sur l'islamophobie au niveau européen. Voilà, j'étais invité pour ça, donc c'est aussi la bonne occasion. On va essayer de créer du lien. Voilà, essayer de créer du lien. On a tenté déjà d'un point de vue européen, en Belgique, en Italie, en Espagne, on a commencé à faire un peu du lien. Il va falloir aller au-delà. On a été invité aussi à une conférence antifasciste au Brésil. C'est très intéressant parce que Bolsonaro, il n'a pas tout à fait disparu aussi de toutes les institutions, etc. Et potentiellement, il voudra revenir comme un Trump.
Donc potentiellement, voilà, dans les prochains mois, je vais me rendre au Brésil aussi pour ça. Enfin bref, voilà. Donc oui, on a tout à construire aussi d'un point de vue antifasciste, à créer de la solidarité internationale. Franchement, merci d'être venu. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie.